Salut tout le monde, on est de retour pour un nouveau podcast GF38. Ce soir, un gros podcast en plus, puisqu'on va aborder la belle victoire du GF38 contre les Girondins de Bordeaux samedi dernier au Stade des Alpes. Une victoire synonyme de deuxième place toujours au classement. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert à Grenoble, donc ça fait particulièrement plaisir de revenir sur ces matchs. Pour m'accompagner ce soir, on aura un grand fan de Rigo, de reggae et de rigatoni. Vous aurez reconnu Karel. Salut Karel, comment vas-tu? Salut Fred, salut Antoine, salut à tous. Ça va très bien, très content d'être avec vous après cette belle victoire. Et Karel qui, comme à son habitude, a spoil le deuxième invité, puisqu'on Ah a, oui, oh, pour une première cette fois-ci, on a un grand fan de tartiflette, un grand fan de Socrates aussi, tu nous diras si c'est le cas d'ailleurs Antoine, et surtout une plume que vous pouvez apprécier notamment chez SoFoot, c'est Antoine Donariex. Comment ça va Antoine, hein? Salut Fred, salut Karel, bah écoute impeccable, hein, bah ouais donc comme tu le disais, fan de tartiflette, fan de chartreuse, fier du 38, voilà, autant encore plus actuellement, mais voilà, surtout très heureux d'être là avec vous. Et puis pour ce qui est de Socrates, écoute, ouais, une admiration quand même pour la personne, parce que c'était un footballeur magnifique déjà, mais pas que, c'était aussi un homme avec des idées, un cerveau pour essayer de faire avancer la société, et voilà, qui c'est malheureusement un petit peu perdu avec l'alcool, mais voilà, c'était quand même une personne de son époque importante, donc qui a fait avancer le foot à sa manière. Je Ravi d'être savais que avec tu vous en tout serais, cas. je savais que tu serais un romantique et que les romantiques du football te plairaient. Je te voyais bien comme ça, effectivement. Donc, je me suis dit, Socrates, ça va lui parler. Donc, tu n'es pas décevant. Avant de commencer, Antoine, comme c'est ta première, à la limite, déjà, nous dire ce que tu fais. Voilà, j'ai dit rapidement que tu étais sur SoFoot. Je crois notamment que tu as participé à un sujet bien intéressant sur le dernier magazine qui t'a retrouvé d'ores et déjà chez tous les bons libraires. Mais tu es un Grenoblois aussi, Antoine, hein, on peut le dire. Tu es un grand suiveur du GF38 et pas que depuis ces dernières années. Ça fait très 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 longtemps que tu suis et tu supportes, entre guillemets, Grenoble. Ah bah moi le GF38, je pense que c'est depuis le début quoi en fait, hein, depuis la fusion OGI Nordcap, voilà, en 97. J'ai été emmené au stade à l'époque par mes grands frères. Et voilà, alors c'était pas terrible hein, parce qu'on bravait un peu le système, on passait par le grillage qui était troué à l'époque du côté de la tribune tennis. C'était pas extra, mais bon, on le faisait. Et puis bah ouais, non, mais bien sûr, hein, les années CFA contre Rodez à l'époque, d'ailleurs, qui maintenant est avec nous en Ligue 2, mais c'est ça, c'était mes premiers souvenirs. Et puis le stade, la Finet, voilà, des belles émotions forcément. Aujourd'hui, bah voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance. Après, avec la volonté aussi, bien sûr, hein, et le panache, mais voilà, la possibilité de pouvoir faire de ma passion un métier. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que je suis aussi là pour vous parler de SoFoot, du dernier numéro qui est sorti, avec la couverture sur Luis Enrique, le coach du PSG. Voilà, on apprend beaucoup sur sa personnalité, d'où il est issu, ses racines du nord de l'Espagne, dans les Asturies. Et voilà, ça va peut-être pas plaire aux supporters grenoblois ou en tout cas aux fans de l'OM, mais j'ai la sensation que Paris a enfin décroché le gros lot cette année avec Luis Enrique et que ça pourrait faire très très mal en Ligue des Champions à partir de cette année. Et voilà, même si les résultats sont pas extraordinaires en championnat, je pense que c'est quelqu'un qui sait mener sa barque et qui sait où il va aller. Et si la direction lui fait confiance, ça pourrait peut-être être la bonne année, voire l'année prochaine si la direction le laisse à la tête du club. Mais C'est voilà, le en tout numéro, cas, c'est le numéro d'octobre de SoFoot, du coup, Antoine, la grosse interview de Luis Enrique. tout à fait. Alors, c'est pas une interview, en fait, c'est un gros portrait. On D'accord. a, on a pu passer voilà, le parcours de Luis Enrique à travers les différentes personnes qui l'ont côtoyé. Voilà, moi, j'ai eu l'opportunité de parler avec Javier Clemente, qui a été l'ancien entraîneur éphémère de l'Olympique de Marseille au début des années 2000, mais qui était C'est surtout vrai. très connu en Espagne pour avoir gagné avec Bilbao la Liga deux saisons de suite. Donc, c'est pas Il quand a eu même la anodin. sélection aussi, hein, Javier Clemente, de mémoire. Il a eu la Tout à sélection fait, espagnole. tout à D'accord. fait, tout à fait. Il a fait quart de finale en 1994 aux États-Unis, il perd contre l'Italie et il perd au premier tour en 98 en France. C'est ce qui voilà, le fait sauter du statut de sélectionneur. Mais voilà, super personne. Et puis après, voilà, d'autres joueurs, anciens joueurs comme Ismaël Orsay, ce mythique attaquant de Bilbao. J'avais pu aussi échanger avec Fefren Suarez, qui était un des joueurs
dont on se souvient plus trop maintenant, mais qui faisait partie du mythique Barça de Guardiola avec la fameuse Manita qu'ils avaient mis au Real Madrid à l'époque quand ils avaient gagné 5-0 au Camp Nou. Refren marque le 5e but, donc voilà, il y a toute une histoire. Et donc Refren avait connu à l'époque Luis Enrique dans l'équipe réserve du Barça. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de découvrir Luis Enrique sous son autre visage, un visage un peu plus humain. Et on voit que c'est un très, 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 très grand professionnel aussi. Et c'est ce qui fait sa force. Et voilà, sinon, après, vous avez d'autres interviews de mes autres collègues de SoFoot, avec notamment un entretien musique et déconnade avec Rémi Cabella, un entretien voilà, plus OM et équipe de France avec Brice Samba. Et puis voilà, vous avez d'autres portraits, notamment un de Aitana Bonmati qui était l'un des piliers de l'équipe d'Espagne féminine championne du monde cet été. Donc voilà, il y a de tout à manger et à boire et c'est encore en kiosque jusqu'à demain, si je ne dis pas de bêtises, puisque notre prochain numéro sur le foot en Arabie Saoudite va sortir à partir de jeudi. D'accord, ah oui, donc ça enchaîne rapidement. Ça, c'est pour la version papier, Antoine, sachant que alors les gens qui lisent pas forcément les signatures sur les articles qu'ils peuvent lire, quand ça parle de Grenoble en général sur le site SoFoot cette fois-ci, il y a de très fortes chances que ce soit toi derrière. Hein. C'est fort probable. Après, voilà, je sais que d'autres collègues sont capables d'en parler aussi. Voilà, j'ai fait un petit peu ma promotion du F38 dans les rédactions de SoFoot. Mais ouais, effectivement, là dernièrement, j'ai parlé évidemment des qualités défensives de Grenoble avec un sujet donc sur Grenoble défense d'entrée, qui était donc Grenoble sur un résultat de 0 but encaissé sur les 6 premières journées. Ça a un peu changé depuis, mais finalement plus en bien qu'en mal, puisque le Grenoble gagne les matchs et c'est le principal. Mais voilà, il y a effectivement ce sujet-là. Et puis après, si vous recherchez un petit peu, je pense, dans les limbes d'Internet, vous allez retrouver mes interviews des légendes un peu mythiques avec Nassim Akrour, avec Sergio Rojas, Robert Malm. Voilà, tous ceux qui ont fait l'histoire du GF38 avec un grand H. Et c'était que du plaisir, hein, évidemment, de retracer toutes ces années avec eux parce que c'est des mecs qui m'ont fait vibrer quand j'étais gamin et c'est eux qui m'ont sans doute un peu aidé à leur manière à ce que je sois là aujourd'hui. Cyril, est-ce que tu as une question éventuellement pour Antoine? On le connaît bien, Antoine, hein, on a même fait un trajet jusqu'à Saint-Étienne avec Karel tous ensemble, et puis on le voit assez souvent au Stade des Alpes, donc j'imagine que tu lui as déjà posé les questions que tu voulais, mais est-ce qu'il y a, par rapport à son parcours, des choses qui t'interpellent ou qui t'intéressent plus particulièrement? Bah, pas forcément de questions, mais forcément admiratif aussi du parcours, des bons papiers, très bons papiers. J'ai lu, comme, j'en avais parlé à Antoine, celui, sur le GF38, sur la défense du GF38, le plus récent, avec notamment, une petite référence au brûleur de loup, dans le papier, que je conseille, qui est très bon. Donc, c'est très sympa d'avoir Antoine, avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il va amener un regard forcément pertinent et ça va être cool. Ça va être, une bonne émission, je pense. Et puis un regard un peu Par nouveau, contre, hein, c'est... Karel, Oui, vas-y, dis-nous, Antoine. ouais, j'allais dire, Karel, si tu veux pas suivre un de mes conseils, je te conseille de bien respecter le code de la route et de pas faire trop d'excès de vitesse, si tu vois ce que je veux dire. Je passe le permis actuellement, c'est un conseil important. Voilà, tout à fait. Oui, j'allais dire qu'en plus, Antoine va avoir aussi son point de vue. Hein. Nous, on a un peu les joueurs qu'on aime bien, les joueurs qu'on aime moins bien aussi derrière. C'est intéressant d'avoir un point de vue un peu nouveau aussi sur le GF38. Toi, c'était le premier match au Stade des Alpes, hein, Antoine, en plus cette année, si je dis pas de bêtises. Sachant que tu peux regarder aussi les matchs à la télé, mais c'était la première au Stade des Alpes. Avant de parler de Bordeaux, je vais faire un point déjà très rapide pour dire bonjour aux gens qui sont sur le chat. Alors, Olive, Céline, Zalati, Pierrick, Baptiste et Alexis notamment. J'espère que vous allez tous bien après cette belle victoire de Grenoble. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot un peu sport local, on va dire, pour englober tout le monde. Déjà, Coupe de France, bravo FC Cessin, qualifié pour la première fois de son histoire pour le 5e tour de la Coupe de France. Bravo à l'AC Cessiné qui a fait respecter la logique. Bravo au FC2A aussi, voilà, pour les Sud-Isérois, je pense que j'ai oublié personne. Malheureusement, Échirol a encore perdu contre une équipe inférieure hiérarchiquement, ça devient un peu inquiétant côté FC Échirol. Et au niveau des résultats du GF38, alors déjà, je vous renvoie sur la page Facebook du club qui maintenant met les résultats chaque week-end, donc ça c'est très appréciable.
On notera quand même la 3e victoire en 3 matchs pour les féminines, qui sont reparties en D3 cette année avec un nouvel entraîneur, avec un effectif qui a un peu bougé aussi, mais qui démarre très très bien la saison. J'ai vu que les U18 en revanche R1 avaient encore perdu, c'est leur 3e défaite en 4 journées. L'entame de championnat est difficile pour les jeunes grenoblois. Puis après on a eu des victoires des U12, des U13, des U15 notamment, et quelques défaites aussi ce week-end. Pour le détail, je vous renvoie sur la page du GF. Nous on va se concentrer un peu plus longuement, messieurs, sur ce match contre Bordeaux. Karel, si tu veux entamer, puisque toi je suis sûr que tu as vu les 3 matchs, est-ce que c'est la conclusion parfaite d'une semaine parfaite pour Grenoble, d'un point de vue comptable, bien évidemment, avec les 9 points pris, mais aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue assurance et certitude par rapport à la capacité du GF38 d'exister contre des grosses équipes de ce championnat? Ouais, je pense que la victoire à Caen était déjà, très importante. Dans ce que le GF38 affichait comme image auprès de la concurrence, auprès de ses concurrents, parce qu'on va commencer rapidement à parler de concurrents au top 5 pour moi. Mais oui, je trouve que c'est une semaine où globalement le GF38 est monté en puissance. Parce que la victoire face à QRM d'abord était essentielle, était attendue, justement parce qu'on avait Caen et Bordeaux qui suivaient derrière. Elle a été un peu poussive, à mon goût, même si on devient difficile, on a quand même globalement dominé le match, mais on a peut-être mis un peu de temps à mettre vraiment la main, totalement dessus. Et puis il y a eu cette victoire à Caen, en déplacement où je nous ai trouvé très, très bons. Vraiment très, très bons, sur la première mi-temps notamment, où je trouve qu'on est très, très mal payé parce que Caen ouvre le score d'une manière discutable. Pas parce que ça a pas lieu d'être, mais parce que je pense que c'est quand même un gros coup de chance. Très beau but, hein, d'Ali Abdi, il y a aucun problème, mais je suis même pas certain, que sa volonté première soit de tirer. Derrière, Brice Maubleu est totalement surpris, comme nous tous, et puis ils ouvrent le score, ça nous fait mal parce qu'on était très, très bien. Franchement, je trouve que l'entame était remarquable. Et on a réussi à renverser le match dans un scénario qu'on n'avait pas connu cette saison, justement. Je voulais voir le GF38 dans cette adversité-là, alors que le sc mené dans un scénario totalement défavorable au final, parce qu'on était mieux qu'eux. Et au final, voilà, avec un début de mi-temps formidable, on retourne le match avec notamment un doublé de Pape Meissaba et un coup de magie de Jessie Benet encore une fois pour le deuxième but. Là, personnellement, je commençais à sentir la bonne semaine, mais il fallait encore confirmer face à Bordeaux. On l'a dit il y a à peu près un mois, il me semble, sur Métrosport, dans un podcast il y a un mois, que le tournant de la saison, il pouvait être là. Et au final, le scénario a fait que ce n'est pas forcément le tournant de la saison, parce que la saison est encore très longue, mais le tournant du début de saison, où je trouve qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour affirmer qu'on peut avoir des ambitions de top 5, c'est après ce match-là. Et on a été encore une fois dans l'adversité, parce que Bordeaux, pour moi, est le meilleur adversaire qu'on a affronté sur ce début de saison. Même Auxerre ne nous a pas imposé un tel rythme et de telles vagues, je pense, là-bas. Et au final, le GF38 a été solide, le GF38 a été solidaire et a su piquer lorsqu'il fallait le faire. Voilà, on pourra dire que l'erreur de Strakzek est monumentale et elle l'est, mais Postolaki était au bon endroit pour presser, pour subtiliser le ballon. On a quand même été dangereux derrière et puis on a su, assommer Bordeaux dans les dernières minutes pour s'éviter quelques minutes supplémentaires, irrespirables. Bon, je trouve que le GF38 avec cette semaine, à 3 points montre vraiment ses ambitions de la saison, même si, on préfère rester discret, ça va commencer à devenir difficile de se cacher. Donc, oui, vraiment une très, très belle semaine. Je trouve que quand on fait une semaine à 9 points, 3 matchs en 7 jours, en jouant Caen et Bordeaux, ça devient difficile de ne plus parler du GF38. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé plus précisément, toi, du match contre Bordeaux? Est-ce que la victoire t'a semblé méritée déjà, ou est-ce que tu as trouvé que c'était un peu dur pour les Bordelais compte tenu de leurs prestations? Et plus globalement, comment tu as trouvé ce Grenoble depuis le début de la saison sur les matchs que tu as pu voir? Moi, je suis allé au stade pour la première, hein. Déjà, je suis très heureux de ne pas avoir été le chat noir du GF38 pour ce début de saison au Stade des Alpes. Je retiens en fait surtout, moi, c'est un truc qui m'a marqué. C'était l'après-match avec David Guillon qui fait son apparition
dans la salle de presse. Et donc, il commence à prendre la parole. Et franchement, sur une échelle de 90 en volume, il devait être à 1. Donc, autant dire que fallait vraiment tendre l'oreille très très fort pour comprendre ce qu'il disait. Mais je suis quand même arrivé. Et il était dans le dur, évidemment. Hein, c'est compréhensible vu la situation des Girondins. Mais il a expliqué que voilà, c'est un fait de jeu qui a fait basculer la rencontre et qui a permis au GF38 d'ouvrir le score, voilà, avec l'erreur de leur gardien. Et voilà, moi c'est vrai que ça m'a fait tiquer d'une certaine manière parce que le plan qui était prévu pour les Girondins de Bordeaux s'est transformé en pire cauchemar, très clairement, quoi. C'est-à-dire que en offrant le premier but à Grenoble, qui est une équipe qui, je répète, du coup, a encaissé 2 buts en 9 journées, en fait, tu tends le bâton pour faire battre, quoi. Parce que là, tu arrives clairement dans le schéma de jeu rêvé pour le GF38. Et derrière, il faut aller chercher l'égalisation, aller chercher face à une défense qui est bétonnée. On l'a bien vu tous les trois contre Bordeaux. Enfin, ce week-end, la défense, l'axe central, Monfray et Diarra avec Maubleu, c'est incroyable. Ils ont de la télépathie entre eux, c'est pas possible. Ils se font des passes, ça a des têtes en arrière, ils se voient même pas, ça le fait. Il y a une sérénité qui est exceptionnelle en défense centrale en ce moment. Et donc, voilà, ils ont buté, et puis forcément derrière, il y a le contre-assassin qui arrive, et donc on rentre dans le schéma de jeu qui est parfait pour le GF38. Donc, vraiment un match maîtrisé, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour tout dire, voilà, pour ceux qui me connaissent pas trop dans le privé, je suis quand même quelqu'un de relativement pessimiste, on va dire. Voilà, quand je parle du GF38, j'aime pas trop lancer des fleurs au club en général et voilà dire ah ouais, on va le faire, ça y est, c'est la saison, c'est la bonne. Franchement, là, sur les premières journées, alors bien sûr, il n'y a que 9 journées, c'est long, voilà, on les connaît, hein, les lapalissades, mais sur le contenu de ce que j'ai vu, franchement, et au niveau de l'effectif qu'on a aussi et de la profondeur de banc qu'on peut avoir, voilà, on va croiser les doigts, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de blessures graves pendant la saison. Très honnêtement, je pense que Grenoble est à sa place. C'est vraiment pas galvaudé aujourd'hui de dire que Grenoble est dans les 2 premiers et que sur le début de saison, c'est plus que mérité. Donc voilà, maintenant, évidemment, les échéances à venir à Guingamp, à domicile contre Valenciennes, à Pau, voilà, c'est des matchs qui sont un petit peu secondaires étant donné les affiches qu'on a eues depuis le début de saison. Hein, je le rappelle, hein, on a joué Saint-Etienne, on a joué le Paris FC, on a joué Troyes, on a joué Auxerre, on a joué Bastia. Voilà, on vient d'aller à Caen et gagner donc à domicile contre Bordeaux. Moi, je l'ai dit en début de semaine. Je me suis dit, ok, là, on a fait un bon début de saison, c'est cool, on s'évite la galère du maintien, etc. A priori, ça devrait être sécure pour cette saison. A priori, évidemment, il faut toujours mettre des si. Mais voilà, moi, je me suis dit en début de semaine, pardon, voilà, il y a Caen, il y a Bordeaux, c'est 2 grosses échéances, c'est 2 clubs qui veulent jouer le haut de tableau. On va voir ce que ça va donner. Et en fonction de ce que ça va donner, on va voir vraiment ce que le club a dans les tripes. Bon, il s'avère qu'on fait 6 sur 6, quoi. Donc, honnêtement, c'est assez impressionnant. Et pour revenir sur ce que disait Karel aussi sur la réaction de Grenoble après avoir concédé l'ouverture du score et voilà, en début de deuxième période, marque 2 buts sur coup. Franchement, j'aurais bien aimé être une petite souris à la mi-temps, voilà, au Stade Malherbe pour rentrer dans le vestiaire visiteur et savoir ce qui s'est dit. Parce que franchement, l'intensité qu'ils ont mis dès le retour des vestiaires et voilà, comme ils ont su profiter des erreurs adverses, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, quand on voit que Pape se débloque en plus là-dessus pour marquer un doublé, voilà, il y a des petits signes. Moi, je dis juste, il y a des petits signes. Maintenant, évidemment, la saison est longue, mais il y a de quoi imaginer Grenoble. Voilà, au moins dans les 5 premières équipes de Ligue 2. Et là, vu sur ce qu'ils font sur le début de saison, encore une fois, je le dis, être dans les 2, c'est loin d'être un scandale. C'est plus que. Voilà, c'est représentatif du début de saison du GF38. Karel, Antoine l'a bien défini. Grenoble s'est mis dans une situation, j'allais dire qu'il aime bien. On l'avait pas beaucoup vu en fait depuis le début de saison, cette situation que sur le papier il aime bien. C'est une situation de transition, si tu vois ce que je veux dire, Karel. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont défendu un peu plus bas et ils ont joué directement et verticalement sur ce match
ponctuellement. Mais est-ce que du coup, tu as eu le sentiment que Grenoble était à l'aise dans un schéma de jeu qu'on avait jusque-là pas beaucoup vu? Je crois que c'est la première fois cette saison que Grenoble n'avait pas la possession. D'ailleurs, sans doute que les 2 tiers du match à Auxerre, c'était aussi le cas, mais il l'avait un peu plus eu en début de match en revanche. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette capacité du GF38 à ponctuellement, je le répète, parce qu'ils l'ont pas fait tant que ça, mais à jouer rapidement sur des contrats? Ouais, on en a parlé avec Antoine, à la fin du match. Je pense vraiment que le GF38 a été mis, dans son schéma préférentiel, en tout cas sur cette rencontre-là. Parce que Grenoble a su faire autre chose sur ce début de saison, a su, être à l'aise avec le ballon. Mais samedi, c'était différent parce que, Bordeaux avait certes la possession, mais Bordeaux, n'avait pas une possession stérile. Je trouve qu'ils arrivaient tout de même à se créer des occasions, à déboucher au moins sur des centres. David Guillon en a beaucoup parlé, 27 centres, je ne sais pas si la stat est exacte, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle le soit. 27 centres, qui souvent te font un peu frissonner, mais ce que je retiens, c'est aussi que le GF38 dans cette, adversité et sous les vagues offensives, des Girondins, a gardé une certaine sérénité quand même, défensive. Moi, en tout cas, de ma place, j'avais une certaine sérénité. Alors, il y a eu des moments un peu plus chauds. Je pense au tout début de match, notamment avec la situation de Davidashvili. C'est la première occasion du match. Il frappe, c'est boxé par Maubleu. Ça revient sur Vipotnik et sa frappe est déviée. Ça, c'est des grosses situations. Mais en fait, tu avais l'impression que les défenseurs du GF38 aimantaient ces ballons-là. En fait, et que toutes les frappes allaient être contrées, soit par Monfray, soit par Diarra, soit par Paquiez, soit par Touraine, soit par Maubleu. Euh, et je nous ai trouvé très serein. Et ensuite, pour répondre à ta question en termes de transition, le GF38 a été très très bon en transition, parce qu'il y a la transition où tu vas chercher des ballons longs, et tu vas essayer de mettre tes ailiers, dans une position, pas de confort, mais dans une position où ils peuvent aller chercher un 1v1, et puis il y a les transitions, très bien amenées, très bien travaillées, et je trouve que le GF38 a été très juste dans ces transitions. Alors j'ai en tête notamment, l'action où Touraine sert Sbaï dans le cœur du jeu et Sbaï prolonge pour Bamba. Ça, c'est un mouvement qui est très très bien orchestré, honnêtement, en une touche, deux touches, la prise de balle de Sbaï pour prolonger pour Bamba qui malheureusement met peut-être un peu de temps à prendre une décision et à frapper. Il y a Amey Saba en deuxième période qui a aussi une transition, qui est bien amenée, où il s'emmène bien le ballon, pied gauche puis pied droit, et sa frappe est peut-être un peu molle pour conclure face à Strakzek qui, en dehors de ces deux bourdes, dont une qui amène un but, je trouve fait un très gros match, quand même. Il y a aussi le service, de Sylvestre, il me semble, pour Lenny Joseph, qui s'emmène bien le ballon, Strakzek tend bien la jambe. Dans l'idée, en fait, sur toutes ces transitions-là, c'est des grosses occasions de but. Je n'ai pas vu les XG du GF38, mais euh, Grenoble a été mis, dans le confort par, cette ouverture du score, mais il y avait encore, un gros bout de chemin à faire parce que Bordeaux n'a pas baissé, les bras, donc a été bon défensivement, et surtout le GF38 ne s'est pas recroquevillé totalement et a continué de chercher continuellement ce deuxième but, et c'est ça pour moi aussi qui fait la différence peut-être par rapport aux saisons passées, c'est que Grenoble cherche tout le temps, malgré voilà, ce début de saison où on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de buts. Grenoble a eu les occasions, comme toujours depuis ce début de saison, Grenoble a eu les situations, et Grenoble aurait pu mettre 2, 3, 4, peut-être 5 buts sans un Strakzek quand même qui a fait des grosses parades. 5, peut-être que j'abuse un peu, mais voilà. Dans ce schéma de transition qui lui sied bien, même si on ne l'avait pas forcément énormément vu depuis le début de saison, Grenoble a été à son aise et a montré qu'il y avait beaucoup de cordes à son arc, et c'est ça pour moi aussi qui est important, cette saison pour le GF38. Alors, Karel, 30 centres pour les Girondins de Bordeaux, par contre, seulement 16,7% qui ont trouvé preneur. Donc, effectivement, les stats confirment Voilà. ce que David Guillon a dit en conf d'après-match. On va saluer Ben Griba 38, Cravigno, Hardballer et Grégo Foot qui sont parmi nous. Il y a un point que vous n'avez pas abordé qui m'a beaucoup intéressé moi, en conf d'après-match, c'est sur la préparation du match et des faiblesses de l'adversaire. Virgilou Postolaki qui a expliqué que finalement la faiblesse du gardien bordelais sur le jeu au pied et les prises de risque notamment avait été perçue. Je crois qu'il a dit que c'était Arnaud Gentil notamment qui avait vu ça. Donc j'aime bien ce petit côté justement où les mecs ils bossent en fait. Voilà, c'est pas que du hasard. Si Postolaki d'ailleurs il avait failli le faire quelques minutes auparavant déjà, mais est allé chipper un petit ballon, c'est qu'ils avaient perçu le petit point faible côté bordelais à ce niveau-là, et ils ont su en profiter. J'avais une question pour tous les deux, à moins que vous vouliez réagir sur ce petit point de Postolaki et sur le premier but grenoblois. Sinon, la question est, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné dans ce match? Le deuxième but a été un peu long à arriver. Moi, personnellement, non.
je trouve qu'avec cette équipe de Grenoble-là, Antoine l'a dit notamment en parlant de Monfrey et Diarra, on a une forme de sérénité qui s'installe. D'ailleurs, je trouve que sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu tant d'occasions chaudes pour Bordeaux que ça. L'essentiel était plus en première mi-temps après l'ouverture du score. Il y a les derniers arrêts de Brice Maubleu après le 2-0 aussi, mais entre les deux, j'ai pas, en tout cas moi, j'étais pas spécialement inquiet et j'ai pas beaucoup tremblé sur la deuxième période. Antoine, comment tu as vécu toi un peu cette fin de match? Est-ce que tu as un peu stressé, toi qui es pessimiste en plus, comme tu le disais? Ouais, bah écoute, comme toujours, hein, j'ai envie de dire, voilà, quand on pratique un jeu de transition, l'important c'est de bien rester solide derrière et voilà, d'attendre le moment pour exploser et puis faire mal. Ils sont arrivés à le faire. C'est vrai que bah, c'est pas le football, on va dire, le plus agréable et chatoyant à regarder, notamment quand on est supporter, parce qu'on stresse. On n'a pas l'impression d'avoir la maîtrise et d'être super créatif. Mais voilà, d'après moi, en fait, pour faire une analyse plus globale, je trouve que ce GF38, il ressemble de plus en plus à Vincent Ognon. Et très honnêtement, moi, je le vois, en fait. Alors, Karel, tu étais peut-être un peu jeune, hein, tu n'as peut-être pas connu les années de Vincent en tant que joueur. Mais voilà, Vincent, c'était un grand défenseur de l'AS Nancy-Lorraine. Puis ensuite, il a joué à Saint-Etienne, il a joué à Nice. Il a fait que 3 clubs dans sa carrière. C'est un mec avec des valeurs de fidélité et d'engagement très fortes. Et surtout, c'était un défenseur central qui était dur sur l'homme. Il a toujours été dans des équipes de caractère. Et en fait, il est en train d'insuffler ça à l'effectif grenoblois. Et je trouve que voilà, je sens en fait le style Oignon vraiment de plus en plus s'incruster dans cette équipe du GF38. Et le match contre les Girondins de Bordeaux de ce week-end, ça le caractérise parfaitement. Voilà. Après, pour conclure, j'ai envie de dire qu'après le match, honnêtement, moi, à partir du moment où Mathis Touraine va être titulaire, je vais plus être inquiet, en fait, parce que faut en parler. Non, mais vraiment, faut en parler. On va en parler dans le point C'est suivant, n'importe effectivement, quoi. des joueurs, mais oui, Ok, c'est impressionnant. bah, je vais laisser la parole à Karel alors s'il veut ajouter quelque chose, mais on va en reparler. Ouais, c'est important d'en reparler. Stress ou pas stress, Karel, de ton côté sur la fin de match, hein? Bah, pour répondre à Antoine, déjà, c'est vrai que bah, Vincent Aignan, j'ai pas vu énormément de matchs. J'ai le souvenir de lui, notamment sous le maillot de Saint-Étienne et de Nice, mais peut-être plus sur des vignettes Panini qu'autre chose. Alors, Très honnêtement, il j'ai s'est pas eu pris les. un but d'anthologie avec Saint-Etienne à l'Ediguerre par Horace, hein, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000. Par Ok, contre, bah je crois qu'il jouait j'étais ce encore un peu match-là. jeune, peut-être. Antoine, je ne sais pas si tu avais fraudé au tennis à Et l'Ediguerre sur ce match-là, mais ouais, bah bien sûr, le mythique ciseau de Sergio. voilà. Ouais, j'avais bien explosé sur le coup, ouais, mais effectivement, bah, je pense que peut-être que Vincent est tombé amoureux du club à ce moment-là. Finalement, dans son malheur, il s'est dit oula, mais il y a quelque chose de fou dans ce club. Et puis en plus, c'était l'époque de la grosse rivalité avec Saint-Étienne, Oui. donc voilà. Mais Vincent Ognon n'est pas non plus. Il est fidèle pour ses clubs, mais disons qu'il est capable aussi de rester professionnel. Et on l'a bien vu d'ailleurs quand il est passé à Metz. Hein, il a joué à Nancy, mais il a été entraîneur à Metz et il a quand même fait du bon travail en Moselle. Donc voilà, c'est quelqu'un de respecté et c'est quelqu'un qui, je le répète, a une identité et donne une âme à son équipe. Voilà, c'est pas Cholo Simeone non plus, hein, faut pas s'enflammer, mais disons que voilà, c'est dans le caractère et dans l'intensité, on va dire que je ressens beaucoup de Vincent Ognon dans cette équipe. Ça sent que c'est le numéro 1. Voilà. Il y a un côté laborieux, mais au sens noble du terme, en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils bossent, quoi. Ils mettent le bleu de chauffe. Tu le sens. Alors, tu le sens pas Ah ouais. forcément. Alors, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que l'équipe lui ressemble peut-être moins cette année que l'an passé, parce qu'on a davantage de clinquants, de flamboyants. Pas forcément avec les résultats qui vont avec, hein, d'ailleurs. Peut-être que même les meilleurs matchs du GF38, ils les ont pas gagnés. Je pense notamment au match contre 3, avec des matchs un peu plus moyens, comme contre QRM et le Paris FC. Bah là, t'as pris les points. Mais il y a ce côté, effectivement, on met le bleu de chauffe, que j'avais beaucoup senti à Auxerre notamment. Et on aime ça, en fait. On aime se faire mal, on aime se dépasser. Alors là, pareil, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec des Monfrey qui se tapent des sprints pour revenir en défense, des paquets très guerriers, etc. et tout. Mais ça, effectivement, pour moi, c'est une grosse force du GF38. C'est qu'on n'hésite pas à se faire mal, en fait, y compris quand c'est défensivement, quoi. Des fois, c'est compliqué, hein, quand on marque pas beaucoup de buts et voilà qu'il faut se dépatouiller pendant 90 minutes, faire les efforts défensifs, etc. Mais on aime presque le faire, j'ai envie de dire à Grenoble. On a un petit côté sadomaso peut-être sur ce point-là. Juste pour avoir ta réponse, Karel, du coup, sur le stress, pas stress sur la fin de match, est-ce que ce GF38-là,
te fait un peu moins stresser que l'an passé, par exemple, où quand on menait 1-0, c'était peut-être un peu différent par rapport à l'adversité? Oui, oui, c'est très différent quand même dans les appréhensions qu'on a, enfin en tout cas que j'ai à l'égard du GF38 par rapport à la saison passée, ça c'est sûr. Je dirais que la période de stress, c'était peut-être plus dans les, allez 10 premières minutes puisqu'on marque à la 15e. Parce que dans les 10 premières minutes, je trouve que Bordeaux fait une grosse entame et j'ai eu peur vraiment pendant quelques instants de voir un Bordeaux qui pas qui marchait sur le match, mais qui prenait vraiment le match à son compte. Je pense que le but à la 15e nous fait quand même vraiment du bien. Ensuite, j'ai eu peut-être un peu de stress, sur les phases où on avait du mal à ressortir le ballon parce qu'il y en a eu quelques-unes. C'est ce dont je te parlais, Fred, aussi après le match, c'est que ce que j'ai apprécié, c'est que même quand on a eu du mal à ressortir le ballon parce que le pressing de Bordeaux était bon, on n'a pas arrêté d'essayer de ressortir de derrière. Alors certes, on a été capable d'allonger, mais on a eu des belles sorties de balles aussi et je trouve que ça montre, quelque chose justement sur le caractère du GF38 cette année. En fin de match, ça allait parce que comme vous l'avez dit, il y avait, moins de menaces, je trouve, en seconde période, qu'en première période où Bordeaux avait vraiment plus de munitions. Hem, mais le but de Touré fait quand même du bien parce que, bah, c'était vraiment la très bonne opération. C'était la semaine parfaite et ouais, s'il y avait si du stress il y avait, c'était parce que, voilà, j'avais peur qu'on envoie un peu, voler, cette semaine parfaite, même si ça aurait été un match nul et ça aurait été une bonne semaine, sur un but dans les derniers instants, mais heureusement, voilà. Encore une fois, sur une transition bien menée, hein, d'ailleurs, heu, Touré nous a tous soulagés, donc je dirais peut-être plus de stress en début de match qu'à la fin, sur cette rencontre-là. On n'a pas dit de mots sur l'ambiance. Je vais me permettre de parler au nom de tous. J'imagine grosse ambiance, hein. Voilà, ça fait plaisir. Ça faisait très 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 longtemps qu'à la fois on n'avait pas eu autant de monde déjà, et surtout que quand on a autant de monde, on arrive à faire une prestation de qualité. C'est-à-dire que l'an passé contre Saint-Etienne, on avait, j'en avais même plus 14 000, 15 000, je crois. Contre Bordeaux, c'était un peu plus de Ouais. 8 000, etc. Sauf que les prestations étaient pas au rendez-vous. Là, on a eu à la fois du monde, à la fois une grosse ambiance. Moi, j'aime bien quand il y a des gros parquages visiteurs. On en a même eu deux là pour l'occasion, puisque les Bordelais n'étaient pas dans la même tribune. Et le scénario du match fait aussi que le deuxième but, je pense que tout le monde explose, y compris en Oui. tribune presse d'ailleurs. Hein. J'étais derrière Antoine, donc j'ai vu que lui aussi était content du but de Touré. Mais j'imagine que Karel, toi de ton côté, c'était la même. Mais ouais, ça, il y a ce côté explosion justement parce que tu marques à la 91e. Et alors ça, moi, j'ai pas entendu, mais j'ai lu des gens qui disaient que ça chantait dans le parc en fait quand les gens quittaient le stade, quoi. Ouais, ça c'est, j'adore en fait. Tu sens que au-delà du match, au-delà du stade, la bonne ambiance continue derrière. Donc franchement, je vais pas dire que c'est la meilleure ambiance depuis X temps, mais ça faisait longtemps en tout cas que moi j'avais pas ressenti une aussi belle ambiance de mon côté. On peut parler des joueurs du coup, messieurs. Je vais commencer moi sans trop développer sur Touraine parce que je pense que vous allez en dire beaucoup 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 de bien tous les deux. Moi, ça a été mon joueur du match. Petit point malgré tout d'amélioration, l'utilisation du ballon. Je trouve qu'il doit gagner encore en qualité technique et peut-être en attentisme. Voilà, des fois, tu as l'impression que c'est un peu trop précipité, mais sinon, quel match? J'en dis pas plus, je vous laisserai développer. Bon, mon bleu, je dis plus rien parce que de toute façon, ses prestations parlent très bien pour lui. Mon Diarra, je pense que vous allez en parler, mais pareil, Antoine en a parlé, mais les petites têtes invisibles, là, enfin, sans voir où est Maubleu de Monfray pour Maubleu, il y en a eu deux à la suite en deuxième mi-temps et moi, ça me fait halluciner ce genre de truc. Surtout qu'il y en a une où il y a Badji, je crois, qui est à 50 centimètres en fait. Hein, donc, Mmh. Ouais. c'est incroyable de sérénité et franchement, ça respire, ça respire, pardon, ça transpire la sérénité. J'ai beaucoup aimé Paquier aussi. Alors, toujours dans un rôle un peu ingrat, un peu laborieux, mais je trouve qu'il en faut des joueurs comme ça. Et un côté guerrier qu'on lui a rarement vu sur les célébrations de but et tout. Il a harangué la foule. Enfin, franchement, beaucoup aimé Paquier sur ce match-là. J'ai vu que des gens m'avaient demandé pourquoi j'avais mis autant aux attaquants qu'au milieu du terrain. Alors, je pense qu'on va parler des milieux un peu plus largement. Je vais expliquer pourquoi déjà j'ai mis la moyenne à tout le monde parce que sur ce genre de match, je peux pas ne pas mettre la moyenne et parce que je considère aussi, bon pour celui qui a marqué c'est différent, mais que les deux ailiers en fait ont contribué au résultat par le travail défensif, quoi. S'il n'y a pas autant de replacements défensifs, je l'ai beaucoup vu faire Bamba notamment en première mi-temps. Je pense que la solidité défensive n'est pas la même parce que tu concèdes plus de situations et qu'avec plus de situations, c'est mécanique, tu concèdes plus d'occasions et plus de buts. On peut pas nier que
la solidité défensive du GF38, enfin si on peut le nier, mais à mes yeux c'est difficile de le faire, dépend aussi du travail des attaquants en fait derrière. Donc j'essaye de valoriser ça, et les milieux de terrain l'ont fait aussi, mais j'ai trouvé les milieux de terrain un peu en dedans, mais on en parlera un peu plus aussi avec vous messieurs pour peut-être comprendre pourquoi ils étaient un peu plus en dedans sur ce match-là. Voilà en gros moi pour ma notation, et j'ai trouvé plutôt des bonnes entrées. Je suis d'accord que Thio a mis quelques minutes à se mettre dans le bain. Après, les mecs, ils ont apporté. D'ailleurs, je crois que sur le deuxième but, on a Meissaba qui rentre, on a Joseph qui est contré, c'est ça, sur la frappe qui rentre, et on a Touré qui rentre. Donc voilà, on a des Ah, puis impliqués. il y a Thio qui est à la base en talonnant Ah la toute oui, et la base talonnade de du Thio, début bien de la sûr. transition. Et Nestor a fait, je crois, 5 minutes de match, mais il a apporté lui aussi sa sérénité. Il commence presque à s'enflammer d'ailleurs sur certaines remontées de balles, tonton. Mais voilà, le coaching a été bon et les entrants ont apporté quelque chose là samedi. Ça n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines. Là, pour le coup, c'était à noter. Voilà pour moi. On laisse la parole, Karel, à Antoine sur Mathis Touraine peut-être, et puis sur les autres Grenoblois. Antoine, Oui, dis-nous bien tout. sûr. Ouais, écoute, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. J'ai trop de mots. Je sais pas. Je sais pas par où commencer en fait. Donc je sais pas. Je vais commencer par quelques chiffres peut-être, mais voilà. Donc Mathis Touraine, c'est un joueur né en 2001. Il a 22 ans. Il fait 1m72. Voilà, il est international marocain chez l'U23. Je pense que ça tout le monde le sait, mais voilà. Enfin pour moi, je sais pas. C'est un physique de petit poussé et pourtant il mange tout le monde comme un ogre. Franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou ce que j'ai vu ce week-end. J'ai rarement vu un joueur avec autant de facilité et de capacité surtout évoluer au GF38. C'est hallucinant. Je regarde son parcours. Je C'était me le dis premier qu'on l'a match récupéré live que tu voyais de Mathis Touraine, le premier match au stade? Non, 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 pas du tout. Bah, je crois que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il est quand D'accord. même titulaire aussi avec Saint-Étienne à domicile. Donc voilà, je l'ai aussi vu dans la défaite, si tu veux. Mais c'est vrai que là, enfin, je pense que j'ai senti encore peut-être une évolution par rapport à l'année dernière, du coup, et c'était fou, quoi. Franchement, c'était fou. C'était un joueur qui était à la fois présent en défense à droite, mais aussi des fois à gauche. Avec Bamba sur le côté, voilà, ils étaient trois. Il y avait lui deux fois et Bamba. Tu vois, enfin, je veux dire, et c'était dingue, quoi. Et puis l'intensité qu'il met dans chaque ballon, sa capacité d'accélération sur 3-4 mètres, les 3-4 premiers mètres, c'est comme si tu lâchais un bulldog sur un ballon, tu vois. Enfin, vraiment, et tu sens qu'il y a quelque chose en plus et il dégage un talent qui est indéniable. Voilà, alors voilà, je m'enflamme peut-être. Voilà, on va dire Antoine, tu t'enflammes. Mais ouais, bah ok, je peux m'enflammer. Mais franchement, je me suis amusé, tu vois, avant le podcast, à regarder un peu donc des vidéos de lui et de revoir un peu ses highlights entre guillemets de l'année dernière. Et je me suis amusé, tu vois, à regarder et faire un comparatif un peu avec Karel. Je pense que ça te parlera quand même parce que bon, je vais parler d'un très grand footballeur, mais voilà, Cafu qui était l'arrière droit du Brésil et qui est double champion du monde. Alors bien sûr, on va me dire non mais Antoine, déconne pas, Touraine c'est pas Cafu. Ok, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau du talent, à mon avis, de la marge de progression qu'il a, honnêtement, Mathis Touraine, pour moi, c'est niveau Ligue 1, mais tous les jours, tous les jours. Et quand je vois d'où il vient à Monaco, qui aujourd'hui est donc leader de Ligue 1, je regardais un peu les défenseurs, tu vois, un petit peu pour me faire une idée aussi de l'effectif de Monaco. Franchement, honnêtement, pour moi, il ferait pas tâche dans l'effectif de la défense de l'AS Monaco, quoi. Alors, et bien sûr, il serait peut-être pas titulaire tout le temps. Je dis pas, voilà, je dis pas que qu'il serait exceptionnel dès son premier match à Monaco. Mais sincèrement, Mathis, c'est niveau Ligue 1. Vraiment, il y a rien à dire là-dessus, je pense. J'en ai même discuté avec d'autres gars qui allaient régulièrement au stade et plus que moi et qui me disaient en off, qui me disaient que honnêtement, ils comprenaient pas pourquoi il n'était pas parti cet été, parce qu'à mon avis, il y a eu des propositions et il a préféré rester. C'est tout à son honneur. Et honnêtement, moi, quand je le vois prendre le mégaphone et triper avec les RK, bah, ça me donne encore plus envie de l'aimer, honnêtement. Mais voilà, Mathis, honnêtement, on va se le dire, si Grenoble ne monte pas cette année, l'année prochaine, il sera plus là. C'est une évidence. Il y a trop de ballons chez ce joueur. Voilà, comme je dis, il est partout. Et honnêtement, j'ai envie de presque d'exagérer parce que certains vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais le joueur offensif le
le plus dangereux qu'on peut avoir. Allez, il y a Sbahi, je suis d'accord, il y a Sbahi qui fait quand même du très bon travail offensivement aussi, mais offensivement, par le fait d'aller vers l'avant, etc., ben, franchement, Touraine, c'est un truc de fou. Je te le dis, c'est un truc de fou. Et voilà, je l'ai vu, je le voyais dans les mimiques des adversaires des Girondins de Bordeaux ce week-end. Quand il avait le ballon, franchement, il y avait de la crainte. En face, il y avait de la crainte. Tu sentais que les mecs avaient compris, ils se sont dit ah ouais, ok, celui-là, il n'est pas comme les autres. Il y a un truc en plus, il dégage quelque chose et voilà. Il y a une marge de progression ces joueurs qui, pour moi, est fantastique, je pense. Et si je me trompe, même ma foi, je me tromperai, mais je le vois à terme en équipe nationale du Maroc. Alors, je ne sais pas dans combien d'années, mais ce qui est sûr, c'est que je le vois en Ligue 1 dès l'année prochaine. Voilà. Et alors, bien sûr, au Maroc, il y a de la concurrence. Il y a un certain Achraf Hakimi, il y a un certain Noussaïr Mazraoui. Voilà, je nie pas que ça va être très difficile pour lui de se faire une place à long terme. Et le chemin est encore très long, on est d'accord. Mais ouais, il y a un potentiel qui est vraiment exploitable et je pense qu'il peut faire très très mal dans les années à venir. Alors Antoine, c'est marrant que tu parles de Cafu parce que sur Twitter pendant le match, je l'ai appelé Touré-Nino en fait, parce que c'est exactement l'impression. Alors j'ai pas pensé à Cafu, j'avais plus Roberto Carlos en tête, surtout que c'était après une action où il était à gauche. Comme tu le disais, il a beaucoup navigué enfin beaucoup navigué. En tout cas, il a navigué des deux côtés. Mais voilà, du coup, on a eu la même pensée un peu côté brésilien effectivement derrière. Donc ça me fait sourire que tu parles de Cafu. Moi, il y a deux choses aussi qui m'ont beaucoup impressionné sur ce match-là. Une globale, c'est encore une fois, je vais reprendre ton terme, mais Bulldog dans les duels et notamment les duels au sol, c'est un acharné, il en perd pas un, c'est un truc de fou. Il a pas un gros physique comme tu le disais, t'as bien fait de ressortir les chiffres, mais alors dans les duels, il est impressionnant. Et il y a une action, alors je sais plus la minute, 85, 85e, 88e, c'est un coup de pied arrêté offensif pour les Girondins de Bordeaux. Les Grenoblois récupèrent le ballon et le mec il se tape un sprint pour être le premier attaquant du GF38 en fin de match, alors que tu mènes 1-0, donc tu peux te dire les défenseurs prennent pas trop de risques et tout. Et il fait un super appel. En plus, je crois qu'il a pas le ballon au final, mais c'était un truc de malade, quoi. Tu te dis, oui, il va chercher toute cette énergie-là. Et puis après coup, il va encore animer la tribune, effectivement, avec le mégaphone. On a vu des vidéos où il animait le vestiaire aussi derrière. C'est un truc de malade, l'énergie qu'il a. On peut que lui souhaiter de conserver cet état d'esprit-là et ce côté-là, mais bah, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui le découvres un peu, parce qu'effectivement, bah, c'est un point de vue qu'on partage souvent avec Karel notamment, mais aussi avec Kev ou Flo qui interviennent dans le podcast. C'est impressionnant parce qu'il a une marge de progression, on a l'impression encore infinie. On rappelle qu'il y a un an, il joue en Régional 1, hein, le garçon, donc c'est un très très jeune néo-pro, et on sait pas où il va s'arrêter, quoi. Et sur les matchs Caen et Bordeaux, il m'a même donné le sentiment d'augmenter le niveau en fait quand le niveau augmente en face. Alors que plus que l'adversaire est costaud, bah, plus lui il va être bon aussi derrière. C'est un truc de fou, mais je te rejoins. Alors peut-être qu'on se trompe encore une fois complètement, mais en tout cas il nous aura fait rêver et il nous fait rêver pour l'instant le petit Touraine. Karel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Puis Karel, tu pourras embrayer éventuellement avec les milieux de terrain que pour ma part j'ai trouvé un peu moins leur avantage pour plusieurs raisons et que je développerai un peu plus tard. Mais est-ce que tu as des choses à dire sur Touraine déjà éventuellement, Karel? Bah, Touraine, très d'accord avec ce qui a été dit. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, une des premières fois où je le vois jouer, c'est, le soir, de la trêve coupe du monde Portugal-Maroc, où je suis pour le Dauphiné sur un match de la réserve. Donc le 10 décembre, Grenoble, la réserve qui perd contre Bourg-Péronne, la réserve également en R1 et Touraine était là, le 10 décembre, hein. Donc c'était il y a moins d'un an. Quelques mois après, il est dans le groupe pro et l'ascension, est très, très rapide quand même. Et c'est quand même hallucinant. Donc il y a une certaine marge de progression, mais le joueur a explosé rapidement quand même, avec la Ligue 2. C'était il y a moins d'un an, donc c'est quand même fou. Voilà, balle au pied, tu l'impression que c'est impossible de lui prendre le ballon sur son côté, je sais pas combien il a passé de double contact contre Bordeaux, mais c'est hallucinant. Il gagne en fait un nombre de mètres, balle au pied qui est alors il y a la stat avec Amin Sbaï qui en gagne énormément aussi, mais Mathys Touraine, j'aimerais voir et puis cette capacité à combiner, dans les 1-2, il est très juste, très souvent. Là où je te rejoins Fred, c'est que je pense que parfois il y a un petit problème au niveau de la prise de décision. Quand est-ce qu'il décide d'allonger? Quand est-ce qu'il décide de la garder? Mais c'est des détails, hein, par rapport à ce qu'il est capable de proposer, à son âge et par rapport à là où il était il y a moins d'un an, encore une fois, je le répète. Je suis d'accord avec Antoine et puis avec toi, Fred, hein. C'est-à-dire que c'est un joueur, hem et puis je l'ai tweeté il y a pas longtemps aussi,
que Grenoble monte ou non, on va le voir en Ligue 1 dans très peu de temps et je pense qu'on sera tous, très contents pour lui, même si, on sera peiné si c'est pas avec le GF 38. On peut encore, y croire et encore l'espérer, mais en tout cas, ouais, impressionnant par rapport à sa trajectoire aussi et ce qu'il est capable de faire. Ensuite, sur le plan défensif, je dirais juste que pour moi, j'avais parlé dans le space de Kev de Diarra, pour le match contre Caen. Mamadou Diarra, c'est très, très fort aussi ce qu'il a fait samedi. Alors, il y a la rigueur défensive. Je pense que ça se voit un peu moins que Monfray parce que je pense qu'il est un peu moins dans un rôle de gestion de la profondeur et Monfray, on le voit sur des rushs où il revient et il est impressionnant aussi, hein, il y a aucun problème. Adrien Monfray, pour moi, c'est le meilleur défenseur du GF 38 sur ces dernières années et ça le reste. Mais Diarra, au niveau de la rigueur, et de la solidité, c'est très fort. Là où il nous faisait pardon, peut-être un peu peur la saison passée parfois, là, c'est sans bavure et puis aussi les ressorties, de sa ligne défensive balle au pied. Il en a fait quelques-unes contre Bordeaux où il donne de l'air et ça fait énormément de bien, donc la montée en puissance aussi de Mamadou Diarra à souligner. Au niveau du milieu de terrain, écoute, pour moi Jesse Bonnet encore une fois fait quand même du Jesse Bonnet. Alors je pense que le milieu de terrain était un peu plus à la peine, parce qu'il a été très bien pressé, et que dans les J'ai des sorties de stats balle juste intéressantes, Karel, peut-être qui vont appuyer tes propos juste après, mais que je trouvais très intéressantes. Alors en général, on est quand même sur un milieu de terrain qui touche beaucoup de ballons depuis le début de la saison à Grenoble. Sur ce match-là, j'ai ciblonné 22 ballons seulement. Je pense que c'est le plus faible total de sa carrière à Grenoble. Je l'ai jamais vu aussi peu toucher de ballons, même si c'est vrai qu'il est sorti assez rapidement en deuxième mi-temps. Dante Rigaud, 36 ballons, et finalement c'est Eddie Sylvestre qui a un peu plus aimanté le ballon, mais globalement les stats sont très inférieurs à ce qu'on a pu connaître. Alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais on tournait aux alentours de 60, 65, 70 pour un Bonnet par exemple. Là, il a eu moins d'impact sur le jeu, déjà parce qu'il a pas eu beaucoup de ballons, même si effectivement sur certaines occasions, on a vu que Bonnet était Bonnet derrière. Alors je sais pas si ça va appuyer tes propos ou au contraire pas les appuyer, mais je trouvais que la stat était totalement. intéressante, hein. Totalement, parce que à l'image de ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a eu des périodes un peu de moins bien aussi dans la ressortie de balle, même si, je le redis, ça ne nous a pas empêché d'essayer de le faire, à maintes reprises pendant le match et avec succès parfois, ce qui nous a permis d'avoir des actions de but et de ne pas trop prendre l'eau aussi et c'est la différence pour moi avec le GF 38 des années passées. Ça a été plus difficile, voilà, pour nos milieux de terrain de mettre le pied sur le ballon comme ça avait été le cas, comme ça avait été le cas même à Caen, comme ça avait été le cas sur les dernières rencontres, donc ça ne m'étonne pas. Ceci étant dit, je trouve que sur les 22 ballons qu'il a touchés, Jesse Bonnet, alors il faudrait que je revoie le match quand même pour être sûr de ses propos, mais j'ai pas, en souvenir de très grosses fausses notes. Dante Rigo, j'ai en tête quand même des ballons mal donnés, parfois qui semblent faciles en tout cas sur ce match. Mais Dante Rigo, voilà, faut pas oublier qu'il enchaîne quand même depuis le début de la saison. Je sais pas le nombre de matchs qu'il a joué en entier, mais j'ai l'impression qu'il les a presque tous joués en entier. Donc, Petite question pour donc toi, Karel, justement, qui a vu tous les matchs. Est-ce que ça s'explique aussi déjà parce que on est sur le secteur de jeu où il y a le moins de rotation? Dante Rigo a tout joué. oui, Jesse Bonnet était un il peu était blessé. sur. On peut le rappeler aussi, hein, il est sorti blessé contre Caen. Il était un peu touché aux ischio et finalement, bah, il y a que le troisième poste qui tourne un peu plus avec Sylvestre et Touré, mais les deux autres jouent tout le temps, en fait. Est-ce qu'on n'est pas sur un milieu qui a peut-être tout simplement besoin de souffler aussi au-delà de C'est la normal. qualité de l'adversaire, hein? C'est totalement normal. En plus, tu es sur le troisième match d'une semaine à 3 matchs, voilà, où tu joues, quand même Caen et Bordeaux et QRM également, donc c'est tout à fait normal. Là, ça va faire du bien, d'avoir une semaine pour pouvoir, souffler un peu. Je connais pas le programme des entraînements, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de récup aussi pour aller se déplacer à Guingamp, qui reste quand même un adversaire solide, donc même si la semaine à 3 matchs s'arrête, il y a quand même encore, du gros derrière. Mais en tout cas, oui, oui, moi je lui en tiendrai pas rigueur et je pense que quand même, encore une fois, il y a du caractère, comme le disait Antoine tout à l'heure aussi, parce qu'il y a pas de complexe et que les joueurs sont dans le même registre et qu'ils hésitent pas à tenter des passes compliquées, que ce soit Bordeaux et que tu sois sous pression ou non. Et pour finir, ça m'étonne pas qu'Eddie Sylvestre soit celui qui ressorte un peu en termes de ballon touché, parce que c'est peut-être le joueur que tu vas chercher, pour aller faire des différences dans les petits espaces, dans les petits Mmh. périmètres. C'est peut-être lui qui est le plus à l'aise. Donc, moi, j'ai trouvé Eddie Sylvestre, à son avantage.
par rapport peut-être aux prestations qu'on avait pu voir depuis le début de la saison. Je l'ai trouvé assez bon. Donc c'est lui qui ressort pour moi sur ce match dans le milieu à 3. Mais en tout cas, voilà, on a vu que même dans l'adversité, le milieu de terrain continue à tenter ce qu'ils ont l'habitude de tenter, même avec un peu moins de ballon. Mais ça m'étonne pas parce qu'on a vu dans la physionomie du match que c'était peut-être un peu plus difficile que d'habitude de toucher nos milieux de terrain. Tonio, tu me fais un prix de groupe sur les milieux de terrain et les attaquants. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est pas forcément le match pour eux, tous les joueurs un peu offensifs pour briller. Tu as malgré tout trouvé des qualités à tous ces joueurs-là, que ce soit les milieux de terrain ou les attaquants du GF38. Ouais, ouais. Bah Fred, écoute, moi, je vais faire un peu une petite analogie, on va dire. C'est un peu comme quand tu vas au cinéma et que tu t'attends à quelque chose de très, très grand. Moi, j'avais entendu beaucoup de bien de Dante Rigo. Voilà, je l'avais pas encore vu à l'œuvre en vrai, etc. Et c'est vrai qu'en général, quand on t'annonce qu'un film est trop bien, etc., et que tu vas au ciné et que finalement tu le vois, tu peux parfois être un peu déçu. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu ce qui se fait se passer avec Rigaud. Je ne vais pas en tenir rigueur loin de là. Et puis voilà, je veux dire, il est très bien là où il est. Et je ne doute pas que c'est un excellent joueur. Mais voilà, c'est vrai que peut-être qu'effectivement, l'accumulation de matchs a fait qu'il a eu plus de mal contre Bordeaux ce week-end. Maintenant, après, bah, pour revenir sur les autres, écoute, moi, Jesse, c'est vrai que bah, tu vois, je prends connaissance des chiffres que tu viens de faire passer. Effectivement, j'étais assez surpris du peu de ballons qu'il touche au final, mais bon, de ce que je me souviens, à chaque fois qu'il le touche, en général, ça se passe plutôt bien. Et voilà, contre Bordeaux, ça a plutôt été le cas. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de déchets de sa part. Et Sylvestre, bah, écoute, moi aussi, je l'ai trouvé intéressant. En transition, ça va vite vers l'avant aussi. Il sait bien se projeter. Et bah, écoute, voilà, c'est vrai que si je devais mettre un petit moins sur le milieu de terrain, ce serait sur la performance de Rigaud qui, à mes yeux, a été un petit peu décevante. Mais voilà, encore une fois, c'est parce que j'en avais beaucoup entendu parler en bien. Sur l'attaque, et ben écoute, Posto à l'image de l'équipe, hein, à l'image de l'équipe de ce week-end, bagarreuse, hargneuse, qui se bat pour le collectif et voilà, qui finalement est récompensée. Donc très heureux pour lui, content qu'il puisse se débloquer et voilà que encore une fois il puisse avoir du plaisir à travers cette équipe qui bah voilà est peut-être un peu besogneuse et pas forcément aussi créative que je sais pas que des équipes qu'on peut voir en Ligue 1, Reims ou voilà des équipes qui vont Monaco qui vont vite vers l'avant. Mais voilà, c'est pas aussi souverain que ces équipes-là, mais voilà, Posto a fait le travail. Pape a fait une bonne rentrée. Altruiste sur le deuxième but d'ailleurs. Je te l'avais dit en direct. Voilà, c'est vrai que moi à sa place, j'aurais mis une chiche. Je ne sais pas s'il aurait été cadré, sans doute pas d'ailleurs, mais voilà. Pape a eu la bonne idée de faire la passe en retrait et bah, c'est bien. Ça prouve que ça joue collectif, que ça pense collectif et c'est une bonne chose. Donc bah non, sinon en vrai sur l'attaque, pas vraiment à redire. Le travail était ingrat et le travail a été bien fait. Donc bah, félicitations à tous les attaquants. Antoine, comme je sais que tu vas devoir nous quitter parce que tu as un rendez-vous sportif, je crois, pour la suite de ta soirée, je vais tout de suite te poser une question. Karel, on reviendra si tu veux un peu après sur les joueurs et sur le reste du match. Mais du coup, j'avais une question très spécifique pour Antoine, comme c'est un vieux de la vieille. En rapport à la troisième et dernière thématique, ce GF38-là peut-il durer? C'est est-ce que ce GF38-là peut survivre à l'hiver grenoblois? Tu vois de quoi je veux parler, Antoine, hein, tu as connu beaucoup de saisons où les premières parties de saison sont très satisfaisantes et où une fois l'hiver venu, c'est un peu plus compliqué pour rester gentil pour les Grenoblois. Est-ce que tu penses, tu en as un peu parlé tout à l'heure sur ce que tu pensais de cette équipe, mais est-ce que tu penses que cette version-là du GF38 peut être amenée à durer dans les hautes sphères du classement de la Ligue 2? Bah écoute, du coup, je regardais un petit peu le calendrier pendant que tu me posais la question, tu vois, donc je me suis adapté à ce que tu me demandais. Bah c'est bien simple, hein, de toute façon, à partir du 27. Attends, je dis une bêtise, non, pardon. À partir du 13 janvier, il y a voilà, le retour du calendrier retour. Donc, c'est pas bien compliqué, hein. On va retrouver les équipes qu'on a affrontées dans ce début de saison. Et puis, ben, ma foi, on va voir si on est capable de faire pareil, hein, tout simplement, hein. Moi, Tu y crois? Tu c'est penses que vrai que cette équipe-là a les qualités pour? Est-ce que le réchauffement climatique, c'est finalement une bonne nouvelle pour Grenoble? Parce qu'on sait que les terrains sont plus difficiles, les terrains d'entraînement sont plus compliqués, on a un peu plus de blessures. Il y a sans doute 50 raisons qui font qu'à Grenoble, on a un peu plus de mal l'hiver. Mais là, est-ce que tu es un peu plus rassuré par rapport aux saisons précédentes?
Ouais, oui et non, j'ai envie de te dire, parce que bah voilà, on n'est jamais vraiment trop sûr de ce qui va se passer et on peut pas trop s'exporter sur l'avenir. Maintenant, voilà, dans un avenir proche, disons que voilà, là honnêtement, je regarde les 3 prochains matchs, bah, c'est déplacement à Guingamp, c'est réception de Valenciennes et c'est à Pau. Bah honnêtement, voilà, hein, enfin, si tu veux monter, c'est 9 sur 9 là. Et en fait, faut appuyer sur l'accélérateur, faut faire mal et faut montrer à tes adversaires que tu es là et que t'es pas là pour rigoler. Enfin, dans sens un peu vulgaire du terme, tu vois, mais voilà, tu n'es pas là pour enfiler les perles. Et en gros, essayer de. Bah, moi, je verrais bien une espèce de saison à la HAC 2023, quoi. Tu Mhm. vois, le HAC a toujours été devant, ils ont toujours été rigoureux défensivement, ils ont souvent gagné leur match 1-0, certes, mais bon, voilà, ma foi, 1-0, c'est une victoire, c'est 3 points, et voilà, hein, on s'en plaint pas. Donc, et voilà, le HAC a fait preuve de caractère pour rester en tête de Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. Donc ouais, il faudrait s'inspirer un peu de ça. Je pense que ça colle plus à l'identité grenobloise, même si on n'a pas du tout les mêmes joueurs que le Havre. Mais voilà, faut continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Et tant que ça se passe bien, autant en profiter pour prendre de l'avance et montrer aux concurrents directs que ça va être chaud d'aller venir nous chercher et qu'il y aura peut-être une place qui est déjà mise sur le côté, voilà, qui est déjà validée. Voilà. Alors ça, c'est dans un scénario idéal, hein, bien évidemment. On va connaître des périodes de crise, j'en suis quasiment sûr. Voilà, croise les doigts pour que ça se passe pas, mais bon, voilà, on va pas non plus imaginer un scénario idéal parce qu'il n'existera pas en vrai, je pense. Donc voilà, faut s'accrocher tant que la dynamique est bonne, faut y aller. Et puis bah voilà, si ça le fait pendant cet hiver, bah effectivement, tant qu'on reste dans les 2, 3 premiers, voilà, dans les deux, c'est toujours le mieux, hein, de toute manière, hein, parce qu'on a sécurisé une place Toi, pour la Ligue 1. toi, personnellement, alors Vincent Mais Ognon a pas voulu parler d'ambition. Postolaki lui a quand même lâché. On a la Ligue 1 dans un petit coin de notre tête ou quelque chose d'approximatif. Donc voilà, ça doit commencer à travailler en tout cas les joueurs. Toi, personnellement, parler de 2 premières places aujourd'hui, c'est encore tabou. Parler de playoffs te semble plus raisonnable ou pour l'instant, il faut encore être patient. Il y a que 9 journées, c'est pas tout à fait le quart du championnat. Comment tu te positionnes un peu par rapport à ce début de saison? ouais, faut être patient. Bah oui, il faut être patient parce que c'est vrai que on n'est jamais à l'abri d'une période de crise pour X raisons. Voilà, une saison c'est long, évidemment, mais après sortie de ces la palissade, je le disais en début d'émission, je vois la gueule de l'effectif. Honnêtement, bah voilà, je pense qu'il y a un peu une profondeur de banc qui est intéressante aussi, que ce soit en attaque, en défense ou même un peu au milieu. Bah, honnêtement, si on reste dans cette dynamique-là et que l'équipe continue sur cette voie sans qu'il y ait des prises de tête entre guillemets avec la direction ou que voilà, il y ait des joueurs qui disent non, non, mais attends, moi j'ai une proposition là, je veux aller là, machin, machin, nanani, nanana. Si ça commence à pas trop parler dans le vestiaire sur les intérêts individuels, forcément ça va jouer des tours. Mais si on reste dans cette dynamique collective, voilà, solidaire et d'équipe, bah, honnêtement, ouais, non, non, honnêtement, Grenoble est candidat à la montée. Faut le dire. On peut parler sereinement en se disant que c'est possible. Maintenant, bah, faut être sérieux, faut être rigoureux et il faut continuer à faire le bon travail qui est fait depuis le début de saison. Et on va voir tout ça à partir des prochaines échéances, déjà dès Guingamp, prochain déplacement à Guingamp, c'est jamais facile. Et bah, on va montrer de quoi on est capable. Et voilà, si on va encore chercher 3 points, bah, c'est un pas de plus vers un objectif qui nous fait tous rêver. Voilà. Dans cette Ligue 2 très compliquée, très homogène, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire quasiment à chaque journée. Voilà, va falloir aller battre Guingamp, va falloir recevoir une équipe de Valenciennes qui va sans doute venir chercher des points, va falloir aller à Pau qui, à domicile, reste sur des bons résultats. C'est peut-être une rengaine ça, et c'est peut-être le plus compliqué aussi pour les joueurs en termes peut-être d'usure psychologique même plus que physique. Et comme tu le disais, Le Havre l'a très bien montré la semaine dernière, mais c'est un travail hebdomadaire en fait de à chaque fois se remettre en question et d'aller chercher des points à nouveau. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ben, alors ça avait fait un peu polémique à l'époque, mais voilà, je me souviens de la phrase de Walid El Ajam qu'il avait sortie après la victoire à Bordeaux, quand le Havre s'était imposé là-bas, alors que Bordeaux était eux aussi candidats à la montée. Bah voilà, il disait, bah, c'est pas un hasard si on est là. Il expliquait, nous, on fait 2 entraînements par jour, et Bordeaux, ils en font qu'un seul. Donc voilà, à partir de là, c'est vrai que, comme tu le dis si bien, le résultat, il doit être hebdomadaire et les efforts, ils doivent être hebdomadaires. C'est tout le temps une remise à zéro, une remise en question permanente. Et encore une fois, c'est vrai que j'avais posé cette question-là aussi à Vincent Ognon
après le match contre Bordeaux, j'ai dit, bah alors c'est quoi la recette pour continuer dans cette dynamique? Et le premier mot qu'il a utilisé, c'est l'humilité. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut rester les pieds sur terre, il ne faut pas se prendre pour des autres, et il faut continuer à faire ce qu'on sait bien faire, et voilà, tout en respectant l'adversaire, mais en mettant les valeurs du GF38 en avant et en grattant victoire après victoire pour potentiellement rester en haut pendant toute la saison. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite au club. Merci beaucoup Antoine. On va te libérer. En plus, on est dans les temps. Tu vois, je t'avais dit 1 heure et bah nous on va un peu déborder avec Karel après, mais pour ta part, on aura réussi à tenir. Tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Antoine, t'es le bienvenu. Puis on espère déjà te recroiser vite au Stade des Alpes. C'est déjà prévu ou tu fais ton programme un peu au fur et à mesure? Pas de souci. Bah, merci Fred. Écoute, je vais aller me dégourdir les jambes déjà là un petit peu. Ça va faire du bien, un peu de foot pour se rendre compte que finalement le niveau de Ligue 2, bah, il n'est pas si facile qu'on le croit et qu'il faut y être en Ligue 2 pour savoir jouer. Hein. Donc voilà, je m'en rends compte toutes les semaines. Avec quel maillot tu vas jouer, Antoine, hein? Avec quel maillot tu vas jouer? Ah, écoute, je fais une petite infidélité, je dois l'avouer. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est un maillot qui me tient à cœur et c'est aussi un club qui me tient à cœur en vérité parce que voilà, je n'ai pas d'origine espagnole ni catalane, mais voilà, j'ai un grand amour pour le FC Barcelone et donc c'est le fameux maillot du centenaire du FC Barcelone, donc voilà, qui est très mythique et voilà, pour lequel j'ai une affection bien particulière. Donc voilà, je vais me régaler et je vais transpirer avec ce maillot-là. Et puis, bah, écoute, pour répondre à ta dernière question aussi sur le prochain match de Grenoble, ça dépendra aussi du temps, du timing, si je dois travailler aussi en même temps, puisque je travaille quand même pas mal sur le foot européen. Hein, voilà, le foot, je fais aussi un peu de tennis, mais voilà, surtout pas mal de foot avec voilà, du championnat de France, du championnat d'Espagne, du championnat d'Angleterre, un peu de partout. Mais voilà, j'ai une appétence particulière pour l'Espagne. Donc, bah, écoute, je vais voir en fonction de mes disponibilités. Mais si je peux être là contre VA, je serai là contre VA. Je vois un petit Grenoble-Ajaccio qui, à mon avis, risque d'être sympathique au niveau ambiance et chaleur humaine, on va dire. Donc, pourquoi pas aussi celui-ci. Voilà, je me laisse le choix de décider de ma prochaine venue à Grenoble, tout en espérant, bien sûr, ne pas faire le chat noir, encore une fois. Eh ben, on te dit à très vite et merci encore en tout cas Antoine et passe une bonne soirée et un bon foot dans un premier temps. À très vite. Ciao, ciao. Salut Antoine, Merci Fred, merci Karel. À la prochaine les gars. Salut, ciao. Karel, d'abord on va rappeler que vous pouvez lire Antoine Donariex dans le dernier numéro de SoFoot. Alors visiblement de ce qu'il disait, il faut vite vous le procurer, même si je pense qu'après peut-être qu'en ligne c'est gérable, puisqu'il a contribué au portrait de Luis Enrique qui est à l'honneur ce mois-ci sur le mois d'octobre, le numéro du mois d'octobre de SoFoot. Donc n'hésitez pas à aller le lire. La très belle plume en plus d'Antoine Donariex qui ne parle pas que du GF38, même s'il en parle aussi souvent dans les colonnes de SoFoot. Karel, je te propose de faire un petit tour de chat quand même, parce qu'il y a eu pas mal de messages avant de te redonner ton avis déjà sur les attaquants s'il y a des choses à dire, et puis après sur la dernière partie un peu plus précisément. Du coup, où est-ce que je m'étais arrêté? Tac, tac, tac. Alors on nous demande si Hardballer nous dit... Alors attends, je regarde, ça c'était les bonsoirs. Alors Alexis nous dit le match de samedi était vraiment difficile sans l'offrande que Postolaki a très bien senti, il faut souligner, le match aurait pu être plus long. Après notre ouverture du score, les Bordelais étaient moins sereins et plus pressants et bien moins bons. Alors sur la fin de première mi-temps, moi Karel, je suis pas trop d'accord, j'ai trouvé quand même que Bordeaux a eu pas mal de bonnes occasions. Pour le coup, par contre, en deuxième mi-temps, effectivement, j'ai trouvé qu'on était un peu plus calme, comme on le disait tout à l'heure. Hard nous dit on prend pas de but, Maubleu marche sur l'eau, on peut viser une moyenne de 1,2 2 points par match et monter direct. Ça, Hard, je sais que c'est la team optimiste. Bon, en tout cas, pour l'instant, le début de saison lui donne plutôt raison, hein, puisqu'on est sur cette dynamique-là. On a combien de points là d'ailleurs? On est sur la moyenne de 2. Il a le mérite d'être optimiste depuis le début de la saison, Hard. C'est vrai. Pour l'instant, il est moins bon sur les buts de Monfray, mais pour l'optimisme des résultats, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Grégo qui nous avait dit bonsoir. Je sais plus si je t'ai dit bonsoir, Grégo, donc tu l'auras une deuxième fois. Une équipe solidaire, tout le monde dépasse ses fonctions. Ouais, je pense que c'est une des grosses qualités effectivement de ce GF38 là. Pierrick qui nous disait que c'était l'avantage d'avoir marqué tôt, on a pu un peu plus jouer en transition, clairement, puis on a eu un peu moins le ballon aussi, donc on a eu un peu moins le choix. Je pense que la qualité de Bordeaux, c'est vrai qu'on a peu parlé de la qualité de Bordeaux, Karel, mais peut-être qu'on en dira un petit mot, parce que c'est une belle équipe, hein, pour le coup. Moi j'aime bien vanner les Bordelais sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont un peu quasiment bons de temps en temps, mais pour le coup je trouve que Bordeaux a des beaux joueurs et une belle équipe. Il y a des beaux petits joueurs, ouais.
Tac, le GF38 a-t-il un analyse vidéo? Alors ils en avaient un l'année dernière, Grégo, mais je l'ai pas recroisé cette année. Je sais que Arnaud Gentil bosse un peu aussi ou bossait un peu la vidéo. Il me semble avoir entendu dire Vincent Ognon qu'il avait lui-même fait la vidéo après, je crois que c'était après le match de Caen ou après le match de QRM. En tout cas, je sais qu'il en a fait une dernièrement, donc peut-être qu'ils en ont plus directement. En tout cas, je l'ai pas recroisé cette année. C'était une personne qui venait de Bordeaux, si ma mémoire est bonne, et qui filmait les matchs l'année dernière. Karel, je sais pas si tu l'as recroisé cette année, si tu vois de qui je parle, mais Je vois de qui tu parles, mais je l'ai pas recroisé cette on, année, non. Donc je on sais est pas comment d'accord. ça Bah, je fonctionne poserai cette année. Grégo, je poserai la question la prochaine conf de presse et tu me rappelleras tout ça sur les réseaux sociaux, sur le prochain live Twitch et je te répondrai un peu plus précisément. Alexis, à titre personnel, j'ai eu plus peur contre QRM qu'à Caen et contre Bordeaux. Ouais, c'est vrai que Grenoble était moins maître, je trouve, des choses et du match contre QRM finalement, paradoxalement, après l'égalisation de QRM et que la deuxième mi-temps a été un peu plus brouillonne dans le jeu. Mais il faut savoir gagner ces matchs-là. Auxerre aussi, nous dit Grégo, très clairement, par contre, Auxerre, ouais, ils auraient même dû avoir un penalty en fin de match, c'était un peu plus difficile. Pierrick, plus on gagnera, plus les efforts, le bleu de chauve sera facile pour tous. Ça, c'est une certitude. Karel, je sais pas si t'es d'accord. Moi, j'ai peur un peu de la première défaite. On en parlera un peu sur ce GF38 là. Peut-il durer? Ça va être le vrai défi. Le vrai défi de Mais voir je trouve que comment cette pour équipe est dans l'instant, l'adversité des effectivement, résultats. tu sens que les mecs ils sont contents de faire les efforts en fait. Voilà, parce qu'il Mm. y a la carotte au bout, hein, tout simplement, et que je pense que dans leur petite tête, ils sont comme tout le monde. Hein, la Ligue 1, ça fait rêver tous ces joueurs-là. Il y en a peu qui l'ont connu. Même en mixant ceux qui viennent, qui ont joué à l'étranger, il y en a très peu qui ont connu les élites dans un pays. Donc je pense qu'ils sont tous en mode un peu rêve, hein, tout simplement. Hein, c'est des hommes comme les Ouais, il autres. y Il a n'y a les pas crocs. de. Il y a Ouais, les crocs, ouais. ça c'est sûr. Ils se disent peut-être que c'est une bonne saison pour y parvenir. Grégo lui nous dit Bonnet excellent. Alors moi je serais pas loin de penser que c'est son moins bon match depuis le début de la saison, Bonnet. Maintenant un moins bon match de Bonnet, ça reste un match quand même qui est très correct. Hein. Je suis d'accord avec mes collègues quand ils disaient qu'il y a eu peu de déchets. Il a réussi quand même à trouver 2-3 coéquipiers sur des contres plutôt bien sentis. Donc, mais peut-être qu'il est plus surveillé aussi hein, de base. Je pense que les Oui, et adversaires puis se après, méfient un peu plus quoi. dans tous les cas, il y a l'usure physique, comme tu l'as dit, il Oui. était un peu blessé aussi, donc ça C'était reste quand déjà même surprenant de le voir enchaîner alors qu'on craignait qu'il soit Voilà. incertain à cause. Il était toujours aux On ischios pensait que hein, ça serait le pour 19e du groupe, donc au tout à final fait. titulaire, il a quand même fait le travail sur le peu de ballons qu'il a touché, donc Ça ça montre reste aussi Bonnet. l'importance de Jesse Bonnet. On en avait un peu parlé lors du Space. J'arrive d'ailleurs au message de Kevin pour vous donner rendez-vous pour tout à l'heure. Mais Bonnet sur les deux buts, alors on a beaucoup parlé du deuxième but, effectivement, où l'enchaînement est magnifique en fait, le deuxième but de Meissaba. Mais sur le premier, le geste de la main, je sais pas si tu avais vu Karel, qui fait à Oui. Thio pour lui dire prends cet espace-là et avant de lui donner le ballon, il est magique aussi. Le mec, c'est Après chef ça, c'est des d'orchestre en joueurs, fait. oui, c'est Littéralement des chef joueurs d'orchestre. qui voient tout avant tout le monde, hein, dans tous les cas, donc Donc, tu vois, on ne est plus serait-ce surpris. qu'il soit sur le terrain, même sans forcément toucher de ballon, tu sens que ça peut être une plus-value en C'est fait ça, dans une équipe. c'est ça. Alexis Tourelle, le nombre de tweets de supporters de Bordeaux, Saint-Etienne et d'autres clubs qui veulent l'avoir dans leur club, je les compte plus. Ouais, dès l'an passé déjà, je me souviens de messages de supporters de Saint-Etienne qui disaient lui il nous le Oui. faut, etc. Donc c'est pas récent. Je pense, ouais, il y a eu je te confirme qu'il y a des clubs qui se sont déjà renseignés sur Touraine, bien évidemment. Par contre, j'ai pas, pour le coup, autant quand on entend des intérêts, on a souvent la version contre X somme, ça peut partir ou le joueur a envie de partir. Lui, pour le coup, voilà, on sait qu'il y a des clubs qui s'intéressent, mais c'est pas forcément avec Je une suis pas sûr suite qu'il soit dans très l'immédiat. pressé, pour le Ouais, coup. je pense qu'il se prend. Bah, alors, je posais la question là, je crois que c'était une des dernières confs de presse. Il est pas prise de tête. Je pense que ça le définit super bien en fait. Le mec, il est pas prise de tête. Voilà, il se fait Mmh. plaisir sur le terrain, il se fait plaisir dans les vestiaires, il se fait plaisir au mégaphone et puis le reste. Je pense qu'il Voilà. sait que tant qu'il fera le travail, il les aura les offres, quoi qu'il arrive, donc Oui, je suis oui, pas oui. sûr qu'il soit dans le genre à trop se presser en mode le Non, train ne non, repassera plus, il est jeune, il se projette il est pas, il bon, savoure donc quoi. Tu sens vraiment qu'il est dans le c'est ça. côté on savoure et on verra ce qui arrive et je sais que si je bosse bien, ça arrivera de toute façon et je pense qu'il a raison. Touraine, un futur joueur de Ligue 1, bon ça je pense qu'on est tous à peu près d'accord de toute façon. Alexis, des moments décisifs, ça rappelle des remplaçants par contre décisifs, ça rappelle en plus la saison de la 4e place, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Salut Dr Stix, un peu en retard, vive les rediffusions. Il y aura au moins un replay sur Twitch et un replay sur YouTube. Et si je me motive, un replay sur Spotify, mais c'est moins sûr. Alexis se dire qu'il joue encore en R1, donc Touraine encore en mars 2023. Sa progression est sensationnelle, très clairement. Et comme je disais tout à l'heure, et je pense que Kael, t'es un peu du même avis, on sait pas trop où ça peut s'arrêter en fait. Aujourd'hui, j'ai du mal à. Est-ce qu'il est à son Personne ne max? même lui, je pense qu'il ne Ouais. le sait pas.
honnêtement. Typiquement, sur l'utilisation du ballon, je pense qu'il y a encore des gros progrès. Je pense que tactiquement, il y a encore des gros progrès. Ah bon, après, il y a des choses sur lesquelles je vois pas comment il pourrait encore progresser, sur l'énergie notamment, sur la Mmh. capacité à gagner des duels au sol, des choses comme ça. Il Après, me semble. il y a une question de talent brut aussi et Oui, ça, c'est très clairement, c'est quelque chose qui brille chez lui, c'est qu'il y a un vrai potentiel, balle au pied. Après, tout ce que tu as évoqué, les choix, la dimension tactique, c'est quelque chose qui va je du pense temps, que de c'est un l'expérience, voilà. fast learner. Je pense que c'est un Oui. fast learner comme on dit en anglais, même si ça te plaira pas et qu'il va dévorer tout ce qu'on va lui enseigner, au fur et à mesure qu'il gravira les échelons. C'est un bon élève, hein. Voilà, on va le dire en français. D'ailleurs, oui, c'est intéressant que tu parles de ça, Karel, puisque c'est un point que Vincent Aignan a abordé, je pense, avant le match contre Bordeaux, ou après, tu me diras d'ailleurs, puisque tu étais là après, si tu l'as entendu. Cette capacité, alors pas que de Touraine, hein, il a pas fait d'exemple précis, mais il a dit qu'il avait des joueurs en fait qui comprenaient vite finalement. Je trouve que c'est important ça effectivement parce que tout n'est pas parfait, hein, bien évidemment. Les mecs qui seraient parfaits, ils seraient pas à Grenoble, mais ils ont une capacité du coup à vite s'adapter, à vite comprendre ce qu'on leur demande, qui est intéressante dans une optique de progrès. Et c'est particulièrement vrai pour Touraine effectivement. Hein. Tu sens que d'un match sur l'autre, ça progresse de toute façon. Mais c'est pas le seul en fait, et c'est un sentiment qui est partagé par l'entraîneur, ce qui est le plus important. Ça aussi, c'est plutôt un point positif pour la suite. Tu sens que l'équipe, elle Mmh. est pas forcément à 100% et qu'elle peut encore progresser et qu'elle a envie de progresser quelque part. Ça peut être Ouais, ouais, un je suis point d'accord. d'optimisme supplémentaire. Hein. Alors qu'en équipe de France, on n'a pas d'arrière droit, nous dit Pierrick. Je sais pas, non, bah, de toute façon, il veut pas prendre d'arrière droit Didier Deschamps, donc qu'on en ait ou pas, ça change pas grand-chose. Hein. Il préfère mettre des axiaux. Salut Anta, juste de passage pour souhaiter un bon débrief, nous dis-tu. Hâte de vous réécouter en replay, bah voilà, on vient d'en parler. Salut Maceo, qui nous dit pour l'énergie. Je t'ai perdu Maceo, ah non tu es là. Pour l'énergie de Touraine, bravo VH qui l'a reposé contre QRM. C'est vrai que la gestion des 3 matchs en une semaine a été plutôt bonne, Karel. Ouais. Le côté on est dégoûté de jouer 3 matchs alors que les autres en jouent deux, bah finalement non. Hein, je pense que les résultats ont parlé. Mais parce que la Fallait gestion oser, des... Ouais. pardon, faire tourner un peu, à Caen quand même, Mmh. mais ça a bien fonctionné Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Ça me fera une chapeau. pause dans la lecture des messages comme ça et je pourrais boire un coup sur la composition du GF38. Est-ce que elle t'a surprise ou est-ce que finalement c'est quelque chose que tu attendais plutôt, c'est-à-dire le retour de Paquez? Je te laisse développer à la limite et dire qui a joué, comme ça tu pourras développer ton point. Ah, la ligne de 4 derrière, je pense qu'on s'y attendait tous. C'est la ligne, de titulaire, indiscutable, actuellement. Je voyais, Olive dans le chat notamment qui demandait si Paquez avait pris le lead sur Mendy. Je pense en termes de hiérarchie au poste de latéral gauche et je pense que Fred, tu seras très d'accord, mais totalement. Je pense que c'est assez clair sur ce début de saison que Paquez est devant Mendy au poste, de latéral gauche. Et a raison pour le moment puisque Paquez, monte en puissance quand même dans ses performances. Derrière Touraine, pardon, Monfray, Diarra, c'est vraiment des indéboulonnables. Le milieu de terrain, Rigaud, Benet et Sylvestre, on pouvait peut-être s'attendre à voir plutôt Touré dans le milieu à 3 pour amener un peu plus de solidité, mais c'est intéressant de voir Sylvestre pour montrer aussi qu'on est à domicile et que ce soit Bordeaux ou non, on a des velléités offensives. Sylvestre qui avait un peu Et soufflé puis, aussi contre Caen, hein, oui, d'ailleurs. Donc il y a, je pense, un peu plus de fraîcheur, même si on l'a vu que la fin était difficile et je pense qu'il était un peu touché aussi, lui, un peu comme et au final, Monfray. Ouais. un choix payant, je trouve, parce Oui. encore une fois, je l'aurais dit, je trouve que ça a été le meilleur milieu des 3. Et puis, je pense que la petite surprise, on va dire, même si ça en est pas vraiment une quand on voit l'enchaînement des matchs, c'est le fait que Bamba soit titularisé. Puis il y avait le contexte, le scénario, on le sait, Bamba qui aurait pu slash dû partir à Bordeaux, l'hiver dernier. C'était peut-être son match, c'est peut-être ça qu'on s'est dit et puis il y avait aussi la nécessité de faire souffler, Lenny Joseph qui lui, pour le coup, n'avait pas eu beaucoup de repos depuis le début de saison. Avec Posto, qui reste, je pense quand même, devant Meïssaba pour le moment dans l'esprit de VH, même si Meïssaba sortait d'un doublé. On aurait pu penser que Meïssaba, serait aligné parce que voilà, doublé contre Caen et peut-être la confiance qui est là engrangée et enchaînée. Mais ça me surprend pas de revoir Posto et puis Sbaï, tout simplement à gauche, parce que c'est le titu indiscutable sur le début de saison. Donc, petite surprise peut-être pour moi, Sylvestre et Bamba. Et encore, quand on reprend le contexte, c'est normal de faire souffler les joueurs qui sont là habituellement. En ce qui me concerne, compo attendu dans la mesure où Monfray et Benet pouvaient jouer en fait. Voilà, je m'attendais clairement à quelque chose du genre. Je pensais que Paquiez effectivement allait jouer plutôt les deux samedis et pouvait pas enchaîner lui samedi mardi ou mardi samedi, donc ça a tourné très logiquement.
Pas surpris de voir Sylvestre parce que pour le coup il avait tourné aussi lui contre Caen et moi aussi j'ai pas eu l'occasion de le dire, j'ai trouvé que c'était le meilleur milieu grenoblois, le plus intéressant dans sa capacité aussi à jouer entre les lignes sur ce match-là. Et Il a fait devant, des belles remises en une touche, oui, etc. Il a été non, non, bon. du bon Sylvain, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, donc je développe pas plus. Et devant, effectivement, Basbaï avait tourné. Bamba, je m'y attendais, effectivement, pour les raisons que tu as développées. La petite incertitude, c'était est-ce qu'on fait jouer Meissaba, qui a marqué 2 buts, qui est en forme en réussite, ou est-ce qu'on fait jouer Posto? Mais j'étais plutôt parti sur un Posto, parce que je pense que la fraîcheur doit être importante, et que de toute façon, Meissaba pouvait apporter en sortie de banc aussi. Ouais. La concurrence est très saine entre les deux, hein. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit article Et sur le puis sujet. Posto, c'était de mieux en mieux. Il avait obtenu un Tout à fait. penalty contre QRM notamment, Il y aura un et au petit final il papier marque. d'ailleurs sur les deux attaquants du GF38, parce que je trouvais que ce que disait Postolaki était super intéressant à ce sujet-là Mmh. en après-match. Et si vous êtes sage, j'essaierai de faire un petit papier sur ce qui s'est dit à la mi-temps à Caen aussi, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler un tout petit peu, parce que je suis un peu curieux moi aussi de savoir pourquoi les Grenoblois avaient changé de visage comme ça. Donc peut-être, selon mon humeur, que je sortirai des petites choses, ou pas, on verra. Ça sera la surprise, ça dépendra de mon temps surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la Coupe de France de mon côté. Et devant, du coup, voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc pas de grosse surprise pour moi, des choix logiques. Et puis j'ai déjà dit tout à l'heure que les entrants avaient été satisfaisants de mon point de vue. Karel, je reprends le petit chat, parce que je crois que tu m'avais parlé d'une question, je l'ai vu passer tout à l'heure. Ah voilà, je la redirai tout à l'heure. Anani nous disait Alexis a déjà tiré, on a déjà 4 fois hors jeu en 13 minutes. Pour votre info, le Red Star mène 1-0 à Châteauroux. On est en fin de première mi-temps, c'est pas tout à fait la mi-temps encore, mais ce n'est pas Anani qui a marqué effectivement, mais il est titulaire. Enfin, un bon début de saison à Anani d'ailleurs, il avait fait des bonnes entrées, il avait marqué un but décisif aussi contre Rouen, si je dis pas de bêtises, il y a qui lui a valu un rouge d'ailleurs parce qu'il avait enlevé son maillot il y a quelques semaines. Donc ça fait plaisir de voir Achille Anani un peu de retour. Par contre sur les hors-jeux, C'est cool pour lui. effectivement, on sait que c'est son péché mignon. Il faudra qu'il progresse quand même à ce niveau-là à un moment donné. Alexis nous dit aussi Diarra contre Bordeaux, c'était très impressionnant. Le pire, c'est qu'il ne joue même pas son plein potentiel, j'en suis persuadé. Je pense que contre Bordeaux, il a quand même haussé le niveau et qu'on est plus sur le vrai, entre guillemets, Mamadou Diarra, parce qu'il est. Je partage ton avis, hein, je pense qu'il a un potentiel au-delà de mon frais, même Mamadou Diarra, le jour où il sera à 25 120%. ans, hein. Ouais, non, mais C'est jeune encore. c'est un joueur. On dit ça pour Touraine parce qu'il est scintillant et qu'on l'aperçoit plus facilement, on va dire, au vu des actions qu'il fait. Mais pour ce bail d'ailleurs encore plus. Mais je pense que Diarra, ça sera en Ligue 1. Si c'est pas en France, ça sera dans une Ligue 1 étrangère sans de gros doutes en ce qui me concerne. Ouais, faut pas oublier d'où il vient à la base, hein. Il venait Ouais, déjà de donc D1 Turc, effectivement, avec une équipe qui c'est était ça, et promue en D1 capitaine en Turc. plus. Ouais, donc pas une grosse équipe de D1 Turc, mais il jouait en, je sais plus comment s'appelle la Ligue 1 turque, mais ouais, c'était en Heu, élite turque qu'il jouait et c'est pas dégueu la le niveau Super là-bas. League, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Tout à fait, Karel. On en vient au message de Kevin qui nous dit salut la team, petit coucou express, je vous réécouterai demain et je vous donne rendez-vous à tous à 21h sur X pour un petit space, n'hésitez pas à passer à réagir. Voilà, On y on vous sera. fait Enfin, moi, j'y serai, en tout cas. moi aussi, le temps de manger peut-être et de regarder la fin du Red Star et je viendrai faire un petit coucou aussi. Donc on vous donne à tous rendez-vous. Alors je vous cherche le compte Twitter de Kev, ça sera encore plus simple. C'est très simple, c'est @gfk underscore, donc c'est le petit tiret qui est tout en bas, 38. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre Kevin sur les réseaux sociaux, à suivre Karel aussi, hein, Karel comme le prénom Karel, Karel, et Vaik, WEIC, donc tout attaché. Voilà, tu vois, Karel, je fais les promos aussi pendant que j'y suis. Merci beaucoup. Et Je c'est reprends. normal. Ou au pire, vous allez sur Twitter et vous regardez les derniers messages de Métrosport. J'ai tagué tout le monde et j'ai tagué Antoine aussi si vous voulez le suivre. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à suivre tout ce beau monde qui parle du GF38, pas que, mais qui en parle bien dans tous les cas. Donc Alexis, dire que Grenoble n'est pas un prétendant au top 5, c'est nier la réalité. Alors après, il y a des superstitions aussi, Alexis, t'es dans le football, on n'aime pas trop des fois trop se montrer, puis être déçu derrière, etc. Donc c'est pas très grave, hein. Céline qui nous dit qu'elle aimait bien Antoine jusqu'à maintenant, j'imagine que c'est à cause du maillot du Barça. Céline, tu nous C'est diras si ça. c'est ça ou pas. Olive, Paquez a-t-il pris le lead sur Mendy? Ah, c'est ce que tu disais, Karel. Clairement. Alors, je pense toujours que Ariel Mendy doit être titulaire dans cette équipe, qu'il a les qualités pour être titulaire, mais il va falloir hausser le niveau parce que Paquez, cette saison,
Bah, chapeau monsieur. Et puis j'ai l'impression que c'est presque de mieux en mieux en fait. Paquez à chaque fois qu'il Ah joue, oui, pour moi il oui. avait été très bon contre QRM, il a été encore meilleur contre Bordeaux et il avait fait déjà un bon début de saison. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a ce qu'il montre sportivement et je trouve que l'état d'esprit un peu. Alors peut-être que c'est moi qui faisais moins attention et tout, mais là même sur les photos de Romain Quiblier, je vous invite à aller voir bien sûr les photos du GF38. Il te tire des têtes de guerrier, c'est impressionnant. J'aime beaucoup ce petit côté-là, mais Paquez, il va falloir s'accrocher pour lui prendre sa place. Très clairement, Olive. Karel, et du coup, tu disais que tu étais plutôt de cet avis aussi. Hein. Pour l'instant, Oui, Paquez oui, oui. titulaire, Je c'est pense très que ouais, logique. c'est assez clair. C'est assez clair et logique en plus, ouais. Pierrick qui nous dit Maubleu, Monfrey, c'est leur dernière chance de connaître la Ligue 1. Bah avec Grenoble, c'est sûr. Hein. Après, peut-être que Maubleu finira par céder aux sirènes, puisque chaque année, il y a quand même des offres qui viennent un peu au-dessus. Pas forcément pour être titulaire, mais bon, ça reste de la Ligue 1. Donc ils sont surmotivés avec ce début de saison. Pierrick, plus facile de gérer les 3 matchs quand tu as du banc, c'est clair. Moi, c'est ce que je dis depuis cet été. On a un banc de foufou cette année. Et on va saluer aussi Alan Chapchet et lui souhaiter un bon rétablissement. On l'a croisé avec des béquilles au match, mais quand on voit le début de saison qu'il avait fait l'an passé et de se dire que ce mec-là, il a même pas joué une minute, de se dire qu'à Nestor, il a fait qu'un match, c'est quand même des choses assez Ouais. incroyables sur la qualité de l'effectif. Fred, le roi du teasing, nous dit Cravigno. Après, ça dépendra vraiment plus de mon emploi du temps, Krav. Donc, si j'arrive à bien tout gérer, ça sera fait. Sinon, ça attendra un peu. Il y a toujours un article en stock sur, qui n'est pas oublié, hein, n'ayez pas peur, sur la cellule de recrutement du GF38 qui a fait du bon boulot en plus. Donc, ça sera l'occasion de le valoriser. Et oui, pour le Barça, nous dit Céline. Ouf, Karel, ça y est, j'ai fini le tour des petits messages. Est-ce que Il y tu avait avais des beaucoup de choses à nous messages, dire hein. sur les... Ouais, il y en avait un paquet en plus pour le coup aujourd'hui. Est-ce que tu avais des choses à nous dire sur les attaquants du GF38, Karel, ou est-ce que tu veux répondre à la toute dernière question de ce podcast, le GF38, ce GF38-là, en tout cas, peut-il durer? Dis-nous tout, Karel. Sur les attaquants, Sbaï qui sort rapidement, qui ne fait qu'une mi-temps, mais j'ai trouvé que il a été plutôt juste dans les ballons qu'il a eu à négocier. J'avais l'impression qu'on penchait plus côté droit quand même sur nos Oui, offensives oh, très en première clairement, mi-temps. ouais, ouais. Bah, avec Touraine notamment, ça aide aussi, j'imagine, à avoir plus de penchant à Mais droite. Hein. je trouve que quand même il gagne en maturité dans son jeu aussi. En tout cas contre Bordeaux, là où peut-être parfois il se perdait un peu dans ses dribbles par le passé, il a été capable de lâcher le ballon quand il le fallait, notamment sur cette belle transmission à Bamba. Mais bon, Sbaï, on sait que ça monte en puissance et on risque d'en voir encore plus et encore mieux sur les prochains matchs. Posto, comme je le disais un peu auparavant, dans la continuité de sa montée en puissance, c'est-à-dire qu'il avait été bon contre QRM, il a obtenu le penalty, et là il a enfin son but, donc on espère que ça va peut-être le débloquer, même si lui disait que mentalement ça allait, je pense que ça allait, mais peut-être que ça va en appeler d'autres, et on l'espère. Puis Bamba, peut-être pas aussi bon que ce qu'on a pu voir au meilleur de Bamba, balle au pied, mais il a quand même créé des décalages et surtout, comme tu l'as mentionné, il me semble et c'est important de le dire, très impliqué dans les retours défensifs. Alors on peut penser que Bamba n'est plus impliqué par le projet GF38 parce qu'il y a du moins bien balle au pied, mais un joueur qui n'est pas impliqué ne fait pas autant de retours défensifs, en tout cas à mon humble avis. Donc je pense qu'il a encore envie de donner, tout ce qu'il a pour le GF38 et ensuite de voir ce qui se passera aux prochaines fenêtres de transfert. Mais pour le moment, dans ce qu'il a proposé et dans les retours qu'il a offerts, je trouve quand même qu'on a un joueur qui donne ce qu'il a à donner. Donc là-dessus, rien à dire. Je trouve qu'il triche pas et c'est déjà une bonne chose. Et après sur les entrées en jeu, Lenny Joseph, bonne entrée en jeu, j'ai trouvé. Meïssaba aussi, même si on va lui reprocher d'avoir raté des face à face et je peux le comprendre, mais j'ai trouvé qu'il avait été juste. Et puis Thio, un peu de temps à se mettre en marche, il faut le dire, mais lorsqu'il s'est mis en marche, bah, encore une fois, percutant. Difficile pour son vis-à-vis de le contenir. Il est à avant-dernière passe, on va dire, sur le deuxième but, mais c'est lui qui crée le décalage, qui offre la situation. Donc des offensifs, voilà, qui ne sont peut-être pas parfaits au goût de tout le monde, mais qui sont quand même bons au mien, voire très bons. Donc voilà. J'ai pas les chiffres précis sur les zones de jeu, j'ai juste des flèches, mais très clairement ça penche à droite. Hein. Enfin après voilà, ça aurait été bien d'avoir les chiffres, mais je pense qu'en visuel on s'était rendu compte que le GF38 avait très principalement attaqué côté droit. Je vais pas redire ce que j'ai dit sur les replacements défensifs, mais voilà, tu l'as très bien dit, Karel. Ça fait partie aussi des qualités de ce GF38 là et de cette solidité là. Il contribue pleinement. Et petit point en plus, je les trouve bons dans les déplacements en fait, les attaquants grenoblois dans les appels. Alors ils ont eu du mal à être servis, ils ont pas eu beaucoup de munitions, mais sur les transitions,
les appels sont bons en fait. Ça s'est un peu marché sur les pieds à une ou deux reprises, notamment côté droit, mais sinon là on parlait tout à l'heure du mouvement. Alors c'était Sbaï, non c'était Touren Sbaï et Bamba. Et pour le coup, Sbaï se démarque bien, fait une super passe pour Bamba, mais Bamba se démarque bien aussi en fait. Voilà, il y a la qualité de la passe, mais il y a aussi la qualité de l'appel derrière. Posto décroche beaucoup, il fait toujours beaucoup d'appels, beaucoup de travail et tout, ça libère aussi des espaces. Et un dernier petit point sur Sbaï, j'ai souvent vu des prises à deux côté bordelais, donc je pense que Ah ça va être bah, la rançon du succès. Ouais, mais voilà, ça va aussi être la ça rançon du commence à succès se pour lui. savoir. Ça commence à savoir qu'il fait des diffs, et bah c'est aussi beaucoup plus difficile après de faire des diffs quand t'as deux mecs, mais ça libère aussi des espaces pour les coéquipiers, donc l'un dans l'autre, voilà, ça reste positif du coup de monopoliser comme ça un peu l'attention. Karel, dernière petite question du coup pour clore ce podcast. Est-ce que ce GF38 là peut durer sur la durée justement, je vais me répéter dans les mots. J'ai demandé à Antoine tout à l'heure, alors toi tu es un peu moins un ancien suiveur du GF38, mais c'est vrai qu'on dit qu'historiquement les hivers grenoblois sont un peu compliqués. T'es pas un ancien, mais tu l'as vu l'année dernière, hein, où la première partie de saison était très bonne d'un point de vue comptable et que la fin de saison était plus difficile. On l'a souvent vu avec Inchberger aussi ces dernières saisons, moins la saison des playoffs en revanche, donc ça c'est plutôt un signe positif. Mais est-ce que tu penses qu'on a une équipe qui est bâtie, à défaut de viser les deux premières places, au moins qui est bâtie pour lutter sur ce top 5? C'était déjà une ambition qu'on partageait cet été, toi et moi. Est-ce que là, sur les 9 premières journées, tu peux te dire à 100%, oui, on doit viser le top 5 cette année au GF38, sauf blessure incroyable ou catastrophe, on perd 25 joueurs au mercato, voilà, mais est-ce qu'avec cet effectif-là, on doit aujourd'hui, quand on suit le GF38, s'attendre à les voir jouer le premier quart du classement? Pour moi, oui. Pour moi, oui, je pense qu'on a eu assez d'échantillons pour, en tout cas, moi, j'ai eu assez d'échantillons aujourd'hui pour exprimer mon avis et je pense que le GF38 doit jouer les 5 premières places et pas forcément la 5e parce que, on a peut-être oublié avec, l'an passé, le fait que les barrages ne soient pas là, mais la 4e place, 3e place, ça reste important d'aller la chercher. 4e place pour recevoir sur le premier tour de barrage, la 3e place, pour s'économiser un peu d'énergie avant potentiellement d'aller défier une équipe, de Ligue 1. Donc pour moi, oui. Je pense que plus que les autres années, on a la qualité pour le faire. L'an passé, on était certes 4e à un moment en janvier, mais tu sentais que c'était dans le jeu. Il y avait un moment où ça allait craquer et quand ça allait craquer, on n'aurait pas forcément les qualités pour remettre, voilà, le bleu de chauffe et se remettre de l'avant et peut-être pas encore la qualité dans le jeu pour le faire. Cette année, je trouve qu'au niveau de ce qu'on voit au niveau du contenu, hem il y a de quoi aller le chercher. Faudra voir comment on réagit dans l'adversité. On a bien réagi dans l'adversité face à Caen, mais c'est sur 90 minutes. Faudra voir comment ça se passe après la première défaite, parce que je pense que la première défaite arrivera. Si elle n'arrive jamais, a priori, c'est plutôt bon signe. Mais faudra voir, voilà, la première, entre guillemets, Ce «mauvaise serait quand même période». très étonnant que Grenoble ne perde pas un match de la saison, ça serait Voilà, unique, après on sait mais jamais, on est à l'abri de rien. Mais voilà, faudra voir, comment la première mauvaise période est gérée, première mauvaise dynamique. En tout cas, je trouve que par rapport aux dernières saisons, tu as plus de garanties, tu as un projet qui n'arrive peut-être pas encore à maturité, mais qui a, quelques années derrière lui, celui de Vincent Aignan. Peut-être qu'il a des profils aussi qui sont plus adaptés à ce qu'il veut mettre en place. Tu as des patrons sur à peu près toutes les lignes. Voilà, petit peut-être malus par rapport, à ta profondeur au milieu de terrain, mais c'est quelque chose encore une fois qui peut être réglé en janvier. j'allais te poser la Peut-être question, que je vais te la poser tout de suite du coup puisque tu es sur ça. Est-ce que les conditions pour durer au niveau mercato elles sont doubles? Déjà conserver tout le monde, puisqu'on parle d'arrivée, mais voilà, on va avoir des joueurs sollicités aussi, on va pas se mentir, hein. Grenoble est en haut de mmh. l'affiche, il va y avoir des propositions en janvier, c'est sûr et certain. Et ensuite, est-ce que toi tu prendrais effectivement un joueur supplémentaire au milieu du terrain, notamment par rapport à ce qu'on a dit sur le milieu de terrain émoussé? Là, on a vu semaine à 3 matchs. Ça commençait quand même à tirer un peu chez les milieux de terrain. Notamment Bonnet et Sylvestre. J'ai pas eu le sentiment que Rigaud ait fait la grimace en fin de match samedi, mais on a quand même 2 milieux sur 3 qui sont sortis un peu avant en grimaçant. Oui, 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 bah, alors, oui, il faudra garder tout le monde, je pense. J'ai confiance dans le GF38 pour le faire parce que l'an passé, il l'avait fait, notamment pour Bamba, et puis pour une offre, une offre, quand même, pas dégoûtante, on va dire. On rappelle, hein, 3,5 millions de la part des Girondins de Bordeaux. Ouais. Donc je trouve que cette année, il y a encore plus d'enthousiasme que la saison passée. Je sais pas ce que c'est ton ressenti toi à ce niveau-là, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose
qui se met en place autour du GF38 et je pense que le club sera capable de se dire que si ces offres-là arrivent en hiver, on peut les refuser potentiellement pour bah, les accepter en été si on arrive à faire une encore meilleure deuxième partie de saison ou une similaire qui te met encore plus en avant parce que voilà, on sait que le GF38 est un club tremplin et pour être un club tremplin qui vend bien, il faut avoir une belle vitrine et tu auras une belle vitrine sûrement à la fin de la première partie de saison, mais tu peux avoir une encore plus belle vitrine à la fin de la deuxième partie de saison en fonction de ce que tu vas chercher. Voilà, des barrages sur Bein, on se rappelle que le GF38 était passé sur Bein contre le Paris FC et avait montré un très très beau visage en 2020-2021. Donc voilà, ça passera par le fait de garder tout le monde, notamment les quelques patrons qu'on peut avoir, même si je comprendrais que certains puissent être tentés. Mais encore une fois, je trouve que, il y a beaucoup de joueurs qui sont investis dans ce projet GF38 et je pense que si le GF38 est dans le top 5 à la trêve, je suis pas sûr que tout le monde se rue sur les premières offres, de Tu, l'étage tu supérieur. anticipes mes questions. Est-ce qu'il y a deux choses en fait dans le mercato, c'est les offres des clubs et la volonté des joueurs aussi. Est-ce que ce qu'on voit de cette équipe-là, moi j'ai en tête le banc de touche qui est encore plus heureux que Touré quand ça a marqué. Je sais pas Mmh. si tu as fait gaffe sur le moment, mais sur le banc de touche, ils étaient fous de joie sur le deuxième but du GF38. Ça s'est levé. Fred Guéguen avait je sais pas qui dans ses bras. Diaferia, pareil, c'était un autre joueur. Postolaki dansait limite pour célébrer le but. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté-là, pardon, notamment dans ce groupe-là qui vit super bien ensemble, hein, ça se sent vraiment énormément, bah, de terminer l'aventure tout simplement et que même si une offre arrive, un joueur peut très bien dire bon bah pendant 6 mois ça m'intéresse pas, revenez un peu plus tard. Là j'ai une histoire à finir quelque part. Est-ce qu'on C'est ressent pas possible. aussi ce côté-là chez cet effectif-là? C'est possible parce qu'en plus, bah, tu as un Stade des Alpes qui a une belle pelouse maintenant. Tu vas avoir l'installation, prochainement, à la Poterne également. Des Donc tu as journalistes des locaux conditions super quand même. sympas aussi, ça compte. Voilà et aussi, heu, tu des conditions qui s'améliorent quand même. Tu as un engouement peut-être, un peu supérieur aux saisons passées qui se crée Oui. avec les supporters. Et puis tu l'as dit, tu as des joueurs, voilà, un groupe qui vit bien. Moi je trouve que tu as aussi des joueurs par rapport à la gestion de leur carrière et de leur trajectoire qui sont intelligents quand même dans l'idée. Alors je dis pas que rester au GF38 c'est forcément le choix le plus intelligent, parce que forcément je suis biaisé, mais je trouve que par rapport à la gestion de leur carrière, on parle de Touraine, on peut parler de Sbaye aussi, on peut parler de Monfray également. Voilà, plein de joueurs comme ça qui ont fait le choix de rester au GF38, Maubleu également. Voilà, tu as beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément pressés. Donc voilà, je suis pas certain qu'il y ait cette volonté absolument, irrémédiable de quitter le navire à la première offre. Je pense qu'en fonction de là où on en sera à la fin de la première partie de saison, parce qu'il reste encore quelques matchs, tu peux être tenté de rester là pour les 6 mois et de créer une belle histoire, ensemble et le fait est que c'est encore, ouais, c'est encore utopique et c'est encore loin, mais si tu montes avec le GF38 et que tu es un cadre de cette équipe, tu as plus d'assurance d'avoir du temps de jeu qu'en signant dans un autre club de Ligue 1 où il faut se réimposer, où c'est un contexte différent. On l'a vu avec Jesse Benet notamment. Tu écoutes les Voilà, je podcasts de pense Mathieu que Bodmer, toi, Karel? ah ouais, je me rappelle plus de Parce ce que c'est bon, passage-là. voilà, c'est exactement ce qu'il avait dit sur certains joueurs. Effectivement, il disait, bah nous, on leur propose d'être titulaires dans un projet qu'ils connaissent. On sait que c'est Oui, si, difficile. En c'est vrai, plus, je me rappelle pourquoi il avait tu dit changes ça. de championnat et de club, c'est 2 fois plus difficile. Il avait dit ça pour Et, l'écale. voilà, et mécaniquement, si tu restes dans ton club avec une année de Ligue 1, de toute façon, tu auras des propositions supérieures à ce que tu aurais eu Oui. après une année de Ligue 2, parce que la médiatisation et la visibilité, c'est incomparable en fait. Donc même si une équipe de Ligue 1 qui va pas forcément être très bonne, tu sais que tu vas prendre de la valeur et que ton salaire il sera pas le même l'année d'après quoi. Donc oui, je te rejoins, j'étais d'accord avec lui, donc je suis d'accord avec toi derrière. Il y a un petit point moi quand même que je trouve un peu pas bloquant parce qu'on verra comment il est géré, mais justement c'est la gestion du groupe parce qu'on a un effectif de qualité. Pour l'instant, tout se passe bien, donc c'est facile à gérer. Est-ce qu'on peut pas avoir un risque de frustration de la part de certains? Voilà, on parlait de Nestor qui joue pas beaucoup. Capchet, je sais pas combien de temps il est blessé, mais il va quand même falloir lui donner du temps de jeu quand il reviendra. Devant, ça tourne un peu plus, mais peut-être qu'à un moment donné, Vincent Lyon va se dire que X ou Y marque beaucoup plus et du coup fera moins tourner. Peut-être que Touré, il en aura marre d'être quatrième milieu. J'en sais rien moi, tu vois. Mais est-ce que ça va pas être une clé aussi la gestion de cet effectif-là, sachant qu'il y a la Coupe de France qui va pouvoir offrir un
peu de temps de jeu, j'imagine. On parle même pas de Xantip, tu vois, mais typiquement, je l'avais oublié en fait. Donc c'est pour dire la richesse Oui. c'est la richesse de l'effectif aujourd'hui. Est-ce que cette gestion-là, ça va pas être une des clés justement? Pour l'instant, ça fonctionne bien. Est-ce que on peut imaginer des plus grosses frustrations, notamment quand il fera froid, que l'hiver, tu sais que tu vas t'entraîner à -12, mais que tu joueras pas le samedi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça sera pas un peu plus difficile aussi, plus le temps passe, de gérer un effectif de cette quantité et de cette qualité-là? Bah, ça va un peu avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va voir comment les premières périodes d'adversité en termes de dynamique de résultats vont être gérées parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de contester les résultats de son coach, je pense, parce que, bah, le GF38 est invaincu, le GF38 a pris 2 buts, le GF38, a regardé dans les yeux à peu près toutes les grosses équipes de Ligue 2, donc c'est dur. Mais quand, bah, la dynamique sera moins bonne, qu'il y aura les premières défaites et que les joueurs bah, qui ne sont pas dans le groupe ou qui ne sont pas dans le 11 bah, subiront aussi cette période sans jouer, peut-être qu'il y aura plus de frustration, peut-être qu'il y aura plus de pensées qui se diront bah, je vois pas en fait pourquoi je ne joue pas alors que lui il performe moins, alors qu'on perd. Ça fait partie de la vie d'un groupe, ça fait partie de la vie des joueurs aussi. Maintenant, voilà, il y aura des secousses, il y aura des mécontents sûrement. Faut voir comment eux, prennent la situation et ça fait partie aussi du job du coach et du staff de réussir à relativiser la situation, de réussir à parler à ces joueurs-là pour leur dire: «Écoute, pour le moment, c'est pas toi, mais dans une semaine ce sera toi, dans 2 semaines ce sera toi. Tu vas avoir du temps de jeu». On l'a vu avec les semaines à 3 matchs, il y a des rotations qui sont faites, avec la coupe de France aussi. Il y a des joueurs qui sont fatigués, il faudra saisir ces opportunités-là pour les joueurs qui ont de la frustration, mais ça fait partie du football. À eux maintenant de voir s'ils veulent faire partie de cette aventure-là, sachant que, quand tu veux aller dans des projets qui sont alléchants, dans des projets qui sont ambitieux, il y a toujours de la concurrence, ça fait partie du jeu. Il y aura toujours ce risque-là. Maintenant, ça fait partie aussi du job, du staff de faire de l'humain. C'est du management aussi, c'est pas que sportif. Donc on verra comment ça se déroule pour le GF38. Il y a beaucoup de défis encore, à relever. Karel, merci beaucoup de ta présence une nouvelle fois, de la qualité de tes interventions, Avec bien plaisir. évidemment. On se dit ben, rendez-vous pour ceux qui nous écoutent en direct, peut-être très vite, ou en tout cas sur les replays du Space sur X de GFK underscore 38. Si vous voulez le suivre, ça débute à 21h. Et puis nous, je sais pas si tu seras disponible après le match à Guingamp, on espère la victoire à Guingamp, mais dans tous les cas très vite, hein, on te revoit au Stade des Alpes de toute façon alors je crois qu'il y a une trêve internationale, c'est ça, après Guingamp? Je me rappelle même plus du calendrier dans Oui, le détail, mais c'est pas oui, tout de c'est suite le ça. prochain match au Stade des Alpes, hein. Après, ce sera Valenciennes, le Ouais. 21 octobre. Super. Eh ben Donc écoutez, merci aussi au chat hein, qui a été très actif aujourd'hui. Désolé d'avoir pris un peu de temps pour vous tous vous lire et pour vous souhaiter bonjour. On va souhaiter bonjour à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube et sur Spotify. Si vous avez des avis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Voilà, c'est pas parce que l'émission est terminée qu'elle est terminée réellement. On peut tout à fait compléter certaines choses ou aussi se nourrir de ce que vous pensez. Donc n'hésitez vraiment pas et puis on vous dit à très très vite. Ciao à tous, ciao Karel. salut.